Voilà, monsieur, bonsoir. Heureux de vous savoir à nouveau nombreux à regarder ce programme. Carte sur table, 21h, 23h. Nous aurons 5 invités ce soir pour 2 thématiques. On va parler des défis en zone CEMAC, en cette journée internationale des réfugiés, intégration sous-régionale. Et puis, le Cameroun est un pôle d'accès à la mer. On va essayer d'en débattre. Et surtout, la deuxième thématique, opposition camerounaise, silence audible au Parlement pour dire qu'il sait peut-être que l'obésité du IRDPC ne permet pas forcément à l'opposition d'exprimer ses positions sous forme de loi. On parlera de tout cela et cette impossibilité d'unité donc au sein de l'opposition. Certains parlent d'ailleurs des oppositions camerounaises. 5 invités ce soir. D'abord, je dis bonsoir à Lionel Damafouda du PCRN. Bonsoir député, bonsoir à tous mes copanélistes. Un bonsoir particulier à tous les Camerounais. Je suis très heureux d'être là ce soir. Merci d'être des nôtres pour cette première sur ce plateau. Je dis bonsoir à Yves Abama du RDPC. Bonsoir député, bonsoir aux copanélistes et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent à la maison. Je voudrais profiter de cette première prise de parole pour adresser des vives félicitations à monsieur le ministre des Relations extérieures parce que avant d'arriver sur votre studio, j'ai lu un communiqué où il dit très poliment à un ambassadeur des choses bizarres d'ailleurs, que le Cameroun ne marche pas comme ça. Le Cameroun ne fait pas ce genre de choses. Et vraiment, on attendait cette réaction-là. C'est vraiment un coup de poing frappé sur la table. Il faut qu'on rappelle aux uns et aux autres que nous ne sommes pas des animaux. Si ailleurs, on peut accepter un certain nombre de choses, au Cameroun, ce n'est pas permis. On aura le temps certainement de débattre de cette question tout au long au cours d'une émission spécialement consacrée à cela. DJ Imkwa, bonsoir. Bonsoir, Sa Majesté Dipita. Bonsoir à mes copanélistes. C'est toujours un plaisir de partager ton excellent plateau. Et puis, l'occasion m'est vraiment offerte pour parler des choses qu'on ne parle pas d'habitude. Hein. Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée consacrée aux déplacés. Et puis, généralement, on ne parle pas beaucoup des effets ou bien des déplacés environnementaux, des migrés ou bien des immigrés environnementaux. Et c'est une occasion de parler de cette thématique qui, aujourd'hui, devrait être prise en compte par le droit international. Parce que lorsqu'on parle des déplacés climatiques, on n'en connaît pas assez. Et en plus, je vais m'appesantir sur la journée du 6 novembre. On sait à quoi la symbolique ou bien le symbole du 6 novembre, le lien. Mais le 6 novembre aussi, pour nous, les militants écologistes, c'est une journée qui est consacrée à la préservation de l'exploitation de l'environnement en temps de conflit armé. Merci. Enfin, je dis bonsoir au maire. On va le dire ainsi. Est-ce que le titre s'en va avec la fonction qu'on quitte? Non, le titre... Monsieur le maire Diop Théophile, bonsoir. Bonsoir, Sa Majesté. Mais il mérite. Donc, très heureux de vous avoir sur ce plateau pour cette première. Oui, je suis heureux de me retrouver. Bonsoir à tous les copanélistes. Et vraiment, c'est une fois pour moi de venir ici, surtout en ce moment où nous pleurons notre chairman Diop Fondé. Donc, le plaisir est partagé. Je rappelle que vous êtes cadre au SDF, ancien maire de la commune d'arrondissement de Douala 3e. Je dis également bonsoir à Ignace Dieudonné Goga. Bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment d'être là. Vous êtes le président de la diaspora centrafricaine au Cameroun et expert consultant pluridisciplinaire. Aujourd'hui, c'est la Journée internationale des réfugiés. C'est un peu le prétexte également de votre présence sur le plateau, mais on va beaucoup parler d'intégration sous-régionale avec vous également et qui c'est peut-être des activités d'abord. C'est pas un boutade, mais c'est tellement une actualité récente. Ouganda, Centrafrique, en match comptant pour les éliminatoires de la CAN, ça peut être très heureux pour vous. Vous attendiez une victoire pour passer direct. Bon, c'est vrai que le gouvernement fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Bon, c'est vrai qu'on a manqué un peu de tact, mais je crois que prochainement, ça va être encore mieux.
D'accord. On n'a pas découragé. C'était une première de venir jouer le match à partir du Cameroun. Donc, je profite de l'occasion pour féliciter tous mes compatriotes qui ont fait des déplacements. Une grande mobilisation. Les autorités de chez moi, le chef d'État et tout le monde qui était là pour encourager. Mais bon, c'est le ballon. Hein. D'accord. Le ballon errant, on continue à jouer. Merci. Alors, on va peut-être prendre la transition. Je vous prends sur un thème un peu. La RCA aujourd'hui préside la CEMAC. À travers votre chef d'État, il est le président de la communauté monétique et monétaire de l'Afrique centrale. Alors, les enjeux, défis et perspectives pour votre pays sous cette gouvernance, qu'est-ce que la RCA, la République centrafricaine, peut apporter de plus dans cette sous-région? C'est vrai que dans la sous-région, en ce qui concerne la CEMAC, la Centrafrique, avec tout ce que vous avez suivi dans l'actualité, les difficultés sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, et tout ce qui est comme enjeu, la Centrafrique a beaucoup à apporter pour l'émancipation de la CEMAC, de l'intégration et tout ce qu'il y a en matière de la sécurité, l'économie et tout le reste. Hein. Donc, le chef d'État de chez nous, le président Faustin Archange-Touadéra, avec son équipe gouvernementale, sont en train de travailler dans toutes ces questions de l'intégration de la CEMAC qui traînent quand même un peu, hein, il faut bien le dire, parce que si on fait la comparaison avec ceux de l'Afrique de l'Ouest, vous allez voir très simplement que nous sommes vraiment en retard de ce qui est de l'intégration de la CEMAC. On va donc prendre la transition et puis aborder la première question en relation avec cette intégration sous-régionale à l'occasion un peu de cette journée internationale des réfugiés. Transition. Alors Didier, on sait quand même qu'en Afrique centrale, le Cameroun, c'est le pied de pivot, c'est l'ouverture sur la mer pour certains pays comme la Centrafrique, le Tchad. Alors, en termes d'intégration régionale, peut-on dire que nous, on joue à fond notre partition, ou alors on regarde des difficultés qu'on rencontre dans la sous-région, comme par exemple en Guinée équatoriale, souvent au Gabon. Qu'est-ce qu'il y a de plus à faire? Moi, je pense que le Cameroun devait être... naturellement, le Cameroun est le leader en termes de... Êtes-vous sûr que la Centrafrique, quand elle entend ça, elle est rassurée? Non. La Centrafrique... non, je dirais la même chose. Hein. Vraiment la même chose. C'est le poumon de l'économie de la sous-région. Hein. La Centrafrique... Le Cameroun, c'est pas faux. La Centrafrique se met de façon laborieuse. Hein. Il y a longtemps, la Centrafrique a fait l'objet de beaucoup de guerres. C'était presque une nation sans État. Mais bon, de mieux en mieux, elle se met en place, les institutions sont là. On a un président qui a déjà fait 2 mandats, qui peut-être va remplir le 3e mandat. Mais le Cameroun, qu'on le veuille ou pas, même de par sa position stratégique en Afrique centrale, devrait être le leader. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Nous avons des Camerounais qui sont malmenés un peu partout, en Guinée équatoriale, au Gabon, au Congo, de temps en temps. Mais on ne réagit pas. Je ne sais pas si je dois accuser le leadership camerounais. Et même en termes économiques, je ne sais pas si le Cameroun est le leader. Il y a quand même certains pays qui tentent de nous ravir la vedette. Mais sur un autre plan, moi je préfère prêcher l'évangile que je connais le moins mal. Lorsque je regarde comment fonctionne la fonctionnalité de nos écosystèmes forestiers, voyez-vous, aujourd'hui, c'est le Gabon presque qui est aujourd'hui leader en matière de questions de changement climatique, de sources de carbone. Plusieurs fois, c'est le Gabon qui a organisé le sommet, par exemple le Summit Forest One, le Forest Summit One ou le Summit Forest One. Le président Macron était au Gabon parce que aujourd'hui le Gabon a réussi à conserver presque 80% de son écosystème forestier. C'est vrai que on va m'opposer le fait qu'en termes de population, on n'en a pas assez, mais je vais dire à mes contradicteurs que il s'agit ici d'un certain nombre de politiques mises en place, que ce soit sur le plan technologique, que sur le plan de la gestion des bases de données. Moi, je pense que le Gabon est très avancé, mais le Cameroun devait tout faire pour ne pas perdre son leadership.
Alors, monsieur le maire, sur la question de l'intégration sous-régionale en elle-même, on sait qu'il y a le passeport biométrique déjà, CEMAC, qui est en vigueur, mais on observe encore quelques réticences sur les frontières Gabon, Guinée équatoriale. Je veux dire, est-ce que ça ne participe pas justement de contrarier un peu cette volonté des chefs d'État à accélérer ce processus? Mais je suis gêné quand tu dis que le passeport biométrique fonctionne, parce que ça fonctionne sur l'imaginaire. En réalité, vous ne pouvez pas prendre votre passeport et entrer en Guinée équatoriale, ce n'est pas possible. On va vous exiger un visa, que ce soit en Guinée équatoriale. Il n'y a que le Tchad, le seul pays où tu peux aller avec ton passeport camerounais sans visa. Donc, je crois que c'est un frein au développement et il faudrait que les chefs d'État essayent de mettre tout en œuvre pour permettre que les lois qu'ils ont ensemble arrêtées se mettent en place pour permettre la libre circulation des hommes et des biens. Sur la question, il y a vraiment de libre circulation et ces freins-là? Oui, avant d'arriver à cette question, je voudrais m'inscrire en faux contre une partie du propos de mon grand frère Didier Imkwa. Le Cameroun a toujours été ce leader de l'Afrique centrale qu'on veut et qu'on a toujours voulu qu'il soit. Il se trouve simplement que par rapport à la situation de certains Camerounais, entre guillemets, malmenés de part et d'autre, le Cameroun n'a pas voulu jouer, entre guillemets, à la danse de l'enfant. C'est-à-dire que vous avez brutalisé les Camerounais à gauche et on vient prendre des mesures de rétorsion. Ça, c'est des situations qui enveniment les petits problèmes au quotidien. Et bref, le Cameroun n'a pas voulu rentrer là-dedans. Et ce n'est pas parce qu'on a refusé de le faire que nous avons perdu notre leadership, non. Et puis, en matière d'interventionnisme, entre guillemets, toujours dans cette même sous-région Afrique centrale, qui donne des coups de pouce de gauche à droite, qui intervient de part et d'autre, dont on n'a pas besoin de discuter midi à 14h pour savoir que, en réalité, le Cameroun est leader en Afrique centrale. Il assume ce leadership, mais il ne peut pas l'assumer de manière tapageuse, de manière à mettre mal à l'aise ses frères. Parce qu'il faut bien que les Centrafricains qui sont avec nous, les Gabonais, les Tchadiens et autres, se sentent bien à nos côtés. Imaginez que vous avez quelqu'un qui est fort à côté de vous et qui vous rappelle à chaque fois qu'il est très fort, qu'il n'hésite pas à taper du poing sur la table, même à tort ou à travers, bref, vous serez mal à l'aise et vous allez vous lever contre lui. Donc notre leadership, il est intact. Maintenant, pour la libre circulation des hommes et des biens, moi, j'ai toujours eu un pincement au cœur et je ne sais pas, c'est M. le maire qui a rappelé tout à l'heure l'exemple de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que quand j'essaye je vois ce qui se passe de ce côté-là, je vois ce que nous faisons en Afrique centrale, je me dis, mais quel gâchis! Quel gâchis, parce qu'il y a quelques États que je ne vais pas citer qui décidément se sont positionnés comme des réels freins à la libre circulation des hommes et des biens. Des gens estiment que les Camerounais sont nombreux, ils vont venir les envahir. Or, ce qu'ils oublient, c'est que ces Camerounais qui sont très nombreux, c'est un marché. On ouvre les frontières, autant les autres viennent chez nous, autant nous pouvons produire et aller vendre chez eux. Donc, à un moment donné, il faut que nos frères de la sous-région comprennent que la libre circulation des biens et des personnes profite à tout le monde. Lorsqu'on a fixé un certain nombre de principes, acceptons de les mettre en commun. Le marché commun, imaginez-vous que le marché commun de la CEMAC, il va bénéficier à qui? Pas seulement au Cameroun. J'ai envie de dire que c'est ceux qui se prennent pour des pays de petite taille, parce qu'il n'y en a même plus aujourd'hui, il n'y a pas de petits pays. Imaginez qu'ils produisent massivement là-bas et qu'ils viennent vendre chez nous. Mais ce sont les entreprises qui vont se frotter les mains. Oui, Lionel, sur la même question, l'intégration. Oui, au niveau de l'intégration, permettez-moi d'abord de corriger quelque chose. En fait, on ne pourrait pas parler, n'est-ce pas, des Centrafricains comme au Cameroun comme étant la diaspora. C'est des résidents. Parce que nous sommes tous dans une même zone, une même sous-région communautaire et lorsque je me retrouve au Tchad, je suis tout simplement résident. Si je vais au Nigeria ou au Sénégal, là, je serai considéré comme de la diaspora parce que mais ça, c'est le principe, hein, parce que la réalité est autre. Donc, je suis hors de la zone. Mais maintenant, lorsque vous parlez de l'intégration sous-régionale, vous savez, j'aime souvent le dire, on parle d'intégration sous-régionale depuis que je suis tout petit. Et je constate que j'ai grandi, je suis entré en politique. Je me rends compte qu'on est toujours encore en train d'évoquer les mêmes problèmes qu'on évoquait lorsque j'étais tout petit. Presque pas bougé. Concernant l'intégration sous-régionale. Et c'est un problème. En réalité, moi, l'analyse que je fais, c'est que ce qu'il faut dire, c'est que le premier problème, n'est-ce pas, qui impacte, n'est-ce pas, négativement cette intégration, c'est le fait que les États, tous les États soient en réalité des pays pauvres et endettés. C'est la première chose.
tous sont des pays pro-endettés. Ça, c'est sur le plan économique. Maintenant, sur le plan politique, vous allez vous rendre compte qu'il y a un autre problème que beaucoup de Camerounais, en fait, beaucoup de gens de la sous-région ne voient pas. Et on a l'impression que les présidents de la sous-région ne s'impliquent pas, n'est-ce pas, dans le processus d'intégration sous-régionale. Tout simplement pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que beaucoup sont en situation d'indélicatesse dans leurs différents pays. Nous avons un compatriote de la SCA, vous savez que M. Akanj Touadéra a fait 2 mandats et il n'est pas sûr de faire le 3e. Il veut changer la constitution. C'est ça qui doit le préoccuper. Ce n'est pas le problème de l'intégration régionale qui va le préoccuper là maintenant. Vous êtes d'accord avec moi? Il est un président, c'est On peut pas être d'accord avec toi. Non, c'est mon analyse. Équatorial, on ne pouvait pas malmener un Camerounais au Gabon. Mais si aujourd'hui, on parvient quand même à malmener des Camerounais hors du Cameroun, il y a quelque chose, on a failli quelque part. Et puis, c'est des faits. Je ne fais pas du fétichisme. Ensuite, j'ai remarqué quelque chose dans les zones de production de culture maraîchère, que ce soit Fumban, Fumbot et même dans le Ndé. Moi, je ne comprends pas qu'après 60 ans d'indépendance, que les Gabonais viennent au Cameroun acheter la tomate sur pied. C'est impossible. Tout simplement parce qu'on ne travaille pas. Ailleurs, vous savez pourquoi, vous savez comment est advenu le popcorn? C'est parce qu'à un moment donné, aux États-Unis, les gens avaient une surproduction du maïs, mais ils ont trouvé des exacts pour transformer ça en popcorn et vendre le produit, pas sur le champ. Vous comprenez? Donc, l'intégration en matière de relations internationales, le seul paradigme qui compte, c'est l'intérêt. Lorsque vous ne pouvez plus... Je me rappelle, c'est l'histoire, hein, l'histoire est pourvoyeuse d'arguments. Je me rappelle qu'à une époque, M. Obiangé Makéla n'avait pas d'avion. Il était obligé de prêter son avion, un avion peut-être au Cameroun pour ses déplacements. Mais aujourd'hui, je crois que ce monsieur doit avoir 2 ou 3 jets privés. Donc, nous n'avons pas travaillé assez. Tout à l'heure, il disait que notre économie est extravertie. Ce n'est pas faux. Nous importons jusqu'au cul-dent. Je me rappelle, le président Biya, je crois que ça devait être en décembre 2017, lui se disait qu'avons-nous fait avec autant de potentialité, avec tout ce qu'on a, pour qu'il y ait une grève de faim au Cameroun. Voilà, il faut être... ce n'est pas un problème du RDPC. C'est des situations que nous vivons. Lorsque vous vous imposez par votre culture, regardez comment le Niger nous envahit avec sa musique, avec ses cinémas, le Nollywood. Le Niger nous envahit. Regardez, à quel niveau se trouve aujourd'hui notre culture? Nous nous habillons comme les Nigériens, nous nous habillons comme les Africains de l'Ouest. Notre musique même est presque une musique hybride. Notre culture même est presque une culture hybride. On ne s'affirme pas. N'empêche... Il faut travailler. N'empêche, c'est vrai que je l'ai dit. Non, je voulais relancer. Et justement... Pour dire que c'est vrai que nous subissons toutes les divisions, ce que la conférence de Berlin a fait en 1888, nous les subissons. Mais il faut aussi dire que si on veut faire la comparaison d'intégration sous-régionale avec l'Afrique de l'Ouest, il a dit les peuples d'abord, parce qu'en Afrique de l'Ouest, le politique a suivi le peuple. Parce que c'est des pays où la circulation des biens et des hommes est très très forte. Mais chez nous, ou bien c'est parce que nous sommes en forêt, on a tout sur place. Merci Didier. Il y a quand même ces quelques freins à l'intégration, notamment sur les questions de libre circulation. On l'a grandement évoqué ici tout à l'heure, concernant entre autres la Guinée équatoriale, concernant également le Gabon pour certains cas. Je veux dire, sur cette présidence de la République centrafricaine, au niveau de la CEMAC, quels sont les changements qu'il faut opérer? Qu'est-ce qu'il faut de plus pour que la libre circulation à l'intérieur de la zone CEMAC soit véritablement implémentée? Moi, je crois que dans la zone CEMAC, il faut déjà que les présidents respectent ce qu'eux-mêmes, ils ont arrêté. Comme engagement. Comme engagement, parce que c'est tant qu'ils ne se respectent, qu'ils ne respectent pas leur engagement, ça fait que le plus fort se sent toujours trop fort. Et le plus faible se ressent toujours très faible. Mais par contre, dans notre zone, CEMAC, j'ai parfois honte quand je me rends compte que c'est le plus faible qui menace le plus fort.
C'est-à-dire Quand vous regardez comment est-ce que nous sommes forcés, que nous sommes menacés en Guinée équatoriale, regardez comment on détruit les biens des Camerounais tout le temps. Quand tu vas au Gabon, tu vois, on remet les Camerounais dans les bateaux comme c'était de la bétail à mettre à l'abattoir. C'est-à-dire que vraiment j'ai honte parce que alors que ces mêmes gens, ces mêmes peuples sont chouchoutés au Cameroun. Je ne sais pas, je crois que c'est Yves qui disait tout à l'heure, nous faisons tout pour les embrasser, mais on leur donne de l'eau froide, ils nous retournent de l'eau chaude. Mais quand même, ça n'empêche que nous soyons toujours un grand pays, et ce grand pays qui doit donner le ton à l'Afrique centrale. Ça, c'est très important parce que nous sommes ce pays déjà béni de Dieu et nous avons cette chance d'être ouverts à la mer, ce que d'autres n'en ont pas. Et nous faisons tout pour les aider. Et ça, c'est clair. Nous allons continuer à les aider parce que c'est ce que nous savons mieux le faire. Au Cameroun, nous savons bien aimer les autres. Et justement, sur cette problématique de l'intégration, libre circulation, que faut-il faire de plus? Non, je pense que je vais être d'accord avec un point touché par M. le maire. Il faut que les chefs d'État permettre la matérialisation de ce qu'ils se disent. Parce que ça, à l'allure où les choses vont, on donne le sentiment que l'intégration en Afrique centrale, c'est des discours qu'on a parlé, on revient dans l'application, on trouve une réalisation zéro. Et là, je ne suis pas d'accord avec d'abord Lionel Dama qui disait tout à l'heure que c'est une affaire de pauvreté. J'ai eu envie de lui demander, mais entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, le taux de pauvreté, il est plus élevé de quel côté? Prenez chaque pays de l'Afrique centrale de manière individuelle et faites une comparaison avec l'Afrique de l'Ouest. Vous allez vous rendre compte que la pauvreté ne doit pas être évoquée comme un facteur freinant l'intégration sous-régionale. Au contraire, elle devrait même être un catalyseur de solidarité. Ouais. Donc j'ai le sentiment que cette pauvreté-là a beaucoup joué en Afrique de l'Ouest, parce que quand vous prenez le pendant camerounais en Afrique de l'Ouest, qu'est la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est ouverte. Et à côté de la Côte d'Ivoire, que de bonne volonté d'ouverture. Mais prenez le cas de l'Afrique centrale. Quand vous avez mis le Cameroun, qui est ouvert, peut-être la Centrafrique, le Tchad, on va encore dire quoi? Est-ce que les autres facilitent vraiment la tâche? Est-ce que ceux qui ont découvert le pétrole dans les années 97-2000, pour qui est-ce qu'ils se prennent à la fin? Ouais. Et quelqu'un disait tout à l'heure, le plus faible impose sa volonté au plus fort. Le plus faible n'impose pas sa volonté. Il n'impose pas. Quand le Cameroun doit agir sur le plan économique, par rapport à un compatriote qui est en difficulté au Gabon, en difficulté en Guinée équatoriale, il le fait. Hein. On a vu la République du Cameroun réagir dans un dossier en Guinée concernant un grand banquier camerounais. On a vu comment est-ce que la diplomatie camerounaise se met en branle dans ces pays-là pour promouvoir les hommes d'affaires camerounais. Ça sont des faits, c'est des choses qui se font et qui ne se disent pas forcément sur la voie publique. Maintenant, quand il arrive qu'un Camerounais de l'autre côté est en indélicatesse, parce que ça, ce que les Camerounais aiment bien dire à la télévision, c'est qu'on malmène les Camerounais à l'extérieur. Il y a des situations où on vous raconte, vous voyez qu'un Camerounais qui se comporte chez lui de manière extrêmement libertine, se retrouve dans un pays où on n'accepte pas un certain nombre de choses, poursuit avec le même libertinage, et quand il emporte à fond avec la loi, il va dire « Ah, on est en train de me malmener là-bas, et mon pays ne veut pas réagir ». Le Cameroun est un État de droit. Le Cameroun permet un certain nombre de libertés aux étrangers, et vous savez, nous sommes africains. Parfois, vous accueillez un enfant dans votre maison, vous le chouchoutez plus que vos enfants. Peut-être c'est ce que les Camerounais sont en train de faire. Bon, même à l'époque du président Ahidjo, quelqu'un l'a cité autour de la table, la diplomatie camerounaise n'a jamais été agressive. Non. Elle n'a jamais été agressive. Elle a toujours été assez modérée. Conciliante. Voilà, elle a toujours été assez conciliante. Non, on s'est imposé dans quel monde? On s'est imposé dans quel monde? On s'est imposé dans un monde... Obama, je vais te prendre un exemple. Oui. Je vais te prendre un exemple. Oui. C'est pas parce qu'un Camerounais est en indélicatesse hors du Cameroun qu'on doit l'abandonner. Je suis d'accord. Il y a la notion de nation branding. C'est une culture que nous n'avons pas. Non, s'il te plaît, il va vraiment terminer. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Voilà. Je ne dis pas qu'un Camerounais devrait être abandonné quand il est en difficulté. D'ailleurs, on a vu par exemple, je peux te prendre l'exemple du président français. Je n'aime pas trop parler des Français. Monsieur Nicolas Sarkozy. Didier, vous aurez le temps de réagir. Je voulais citer un exemple. Donc, je voudrais dire qu'on a vu des situations où la diplomatie camerounaise se met en branle et va au secours des Camerounais. Et je
je vais vous dire, c'est vrai, on dit Cameroun, terre d'accueil, mais le compatriote centrafricain qui est avec nous sur la table, il va vous dire également que dans la communauté étrangère, notamment centrafricaine, il y en a qui sont en porte-à-faux avec la police camerounaise par rapport à un certain nombre de délits. Est-ce qu'il viendra nous dire ici que, parce qu'on a demandé à un ou deux de répondre à un certain nombre de choses, on est en train de l'agresser au Cameroun? Non, il faudrait que justement, Ignace va certainement de vive voix. Et on ne peut pas changer cet état des choses malgré la volonté de certains qui voudraient nous voir taper du poing sur la table. Ignace, vous qui les côtoyez tous les jours au quotidien, avez-vous le sentiment que cette intégration, j'aimerais dire intégrale pour ce qui concerne peut-être le Cameroun, mais j'aimerais également avoir votre regard par rapport aux autres pays de l'Afrique centrale qui sont concernés par cette problématique de l'intégration? Ça c'est une réalité. La réalité, c'est que ça soit... Parce qu'il y a quelque chose qui me frustre aussi un peu, que je puisse dire. C'est-à-dire, si vous vivez en Centrafrique, par exemple, je parle de la Centrafrique là où je sors, mais il y a bien des Camerounais, il y a bien tout le monde aussi là-bas. Absolument. Et il y a même des Camerounais qui sont devenus... Oui, non, quand on dit irrégulière, je ne parle pas sur le plan de papier ou pour dire qu'il n'a pas eu de visa et ceci et cela. Non, ça devient de plus en plus oublié un peu. Mais la difficulté se trouve entre ceux qui sont du contrôle des sorties, des frontières, c'est-à-dire les policiers camerounais et les policiers centrafricains, les douaniers centrafricains, les policiers camerounais, puisqu'ils sortent de la même école. C'est des gens qui ont la peau dure en matière de facilitation de l'intégration. Ça, je ne caresse pas dans le sens du poil pour le dire. Ça fait que si les Centrafricains... Et vous n'êtes pas le premier à le dire, d'autres communautés... Si le Camerounais quitte pour prendre la route pour aller en Centrafrique, d'ailleurs, très régulièrement, puisque les plus de 95% de marchandises centrafricaines sont transportées par le port de Douala et bientôt par le port de Kribi. Et vous allez voir que le douanier camerounais, le policier camerounais, la gendarmerie camerounaise, en fait ceux de force de l'ordre qui sont dans les contrôles de ce côté, alors là, le corridor, là, il y a vraiment beaucoup d'abus. Maintenant, quand vous êtes dans le sens inverse, de Camerounais qui quittent donc la Centrafrique, qui est en train de vouloir venir au Cameroun, qui est son pays, ou alors qui est dans l'intégration sous-régionale pour essayer de prendre les marchandises par ici pour partir de l'autre côté, vous allez trouver les mêmes problèmes. C'est les enfants de même père et de même mère. C'est-à-dire que les policiers de l'autre côté vont commencer à tracasser le Camerounais qui est en train de quitter, et pas seulement le Camerounais, parce qu'il y a aussi des Congolais de Congo-Kinshasa, quand tu traverses le fleuve Ubangui, parce que ceux-là préfèrent importer même leurs marchandises à partir du port de Douala. Parce que pour atteindre le port de Matadi, qui est le plus loin, traversé par le Bas-Congo et l'Équateur de ce côté, c'est plus facile pour lui de traverser ici que d'aller plus loin vers son port. Donc c'est les mêmes problèmes. Alors ça c'est un problème de la volonté politique du gouvernement de veille pour que ça puisse être réglé. Mais déjà, le délégué général à la Sûreté nationale de la police ici, si vous prenez l'exemple de ce qui se passait avec la police il y a 5 ans, et la police d'aujourd'hui, ça a diminué beaucoup, mais ça n'en demeure pas moins qu'il y a encore plus de bébés en ce moment précis. Donc, ainsi qu'à la gendarmerie. C'est les problèmes qui se... C'est vrai qu'il y a des efforts, mais vous avez comme impression que les nouveaux arrivés, les jeunes qui viennent là, il manque vraiment beaucoup de... Ils veulent s'enrichir très vite. Oui, effectivement. Alors, Lionel, sur cette question d'intégration, que faut-il faire de plus? Déjà, je crois que l'un des premiers problèmes qui a toujours été évoqué pour ce qui est de l'intégration sous-régionale est le problème infrastructurel. Bien sûr. Parce que là, on a parlé des corridors et ainsi de suite. Il faut déjà voir dans quel état les corridors, dans quel état se trouvent les routes. Parce que vous savez que en ce qui concerne le transport, c'est-à-dire le transport des marchandises dans la sous-région, il y a la question du temps. C'est des entreprises, c'est des gens qui jouent sur le temps et qui ont des flottes. Alors, donc, la question infrastructurelle est très importante. Je me réjouis de ce que la route Samuel Limaweso a été inaugurée, ce qui permet, n'est-ce pas,
parce que là, c'est un avantage pour le Cameroun. Il y a une partie du bois qui sort du Congo et qui passe par le port de Douala. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des devises à ce niveau qui vont rentrer. Donc, il y a ce problème infrastructurel. Il y a également justement le problème dont on parlait, celui du respect des engagements des différents chefs d'État. Et ensuite, il y a un autre problème qui est celui même du travail. Parce qu'il faut le dire. Il faut comprendre que dans la sous-région, dans nos sous-régions, je l'ai dit tout à l'heure, nous ne travaillons pas assez. Je vais vous poser, par exemple, je peux vous poser une question. Qu'est-ce que le Cameroun achète au Gabon? Qu'est-ce que le Cameroun achète au Gabon? Qu'est-ce que le Cameroun achète en Guinée équatoriale? Vous voyez qu'en réalité, il n'y a véritablement pas d'échange entre les différents pays. Il y a beaucoup d'échanges. S'il te plaît, Lionel, est-ce que c'est pas mieux de dire qu'on ne produit pas assez? Parce que quand vous dites qu'on ne travaille pas assez, moi j'ai l'impression que les Camerounais travailler, c'est produire. Ils travaillent beaucoup. Non, travailler, Le Gabon et la Guinée, ils viennent tout acheter. Autrement, est-ce qu'on ne produit pas les mêmes... Est-ce qu'on n'a pas les mêmes Justement, on ne peut... C'est l'arachide, c'est le plantain? Non. C'est la tomate. Or, qu'est-ce que nous achetons au Nigeria? Nous n'achetons pas la tomate, nous achetons l'électroménager, nous achetons... Qui vient d'où? Du Nigeria. Je vous assure que le Nigeria est le premier partenaire économique du Cameroun en Afrique. Je vous assure que Tumbopi, c'est pratiquement le Nigeria. Tout le camp Yabassi, c'est le Nigeria. Ça rentre 45% des emballages plastiques viennent du Nigeria. Oui, ça rentre soit par route, soit par le port de Tiko, Idinao. Si vous rentrez même dans toute la zone du sud-ouest, il n'y a pratiquement pas de station-service de carburant là-bas. Les gens là-bas consomment le carburant qui vient directement du Nigeria. Or, ils rentrent dans la... Donc, les marchandises viennent d'un état, d'une autre sous-région pour rentrer au Cameroun. Or, ça devrait être, n'est-ce pas, un échange, n'est-ce pas, entre les différents pays de la sous-région. Lorsque vous regardez, et même lorsqu'on vous parle même des échanges, ces échanges-là sont... c'est artisanal. C'est artisanal. Comment est-ce que ces gens rentrent au Cameroun pour acheter la tomate, au Gabon par exemple, à Fumbo? Ils rentrent comment? Par véhicule, par des méthodes. Vous voyez un peu, ça dit non traçable. Donc, je pense que la modernisation de l'intégration va faire à ce que nous ayons la traçabilité même, n'est-ce pas, des déplacements dans la sous-région. Et à ce moment, je vais vous dire quelque chose. Est-ce qu'il y a une institution au Cameroun qui peut vous retracer, n'est-ce pas, le volume des échanges que le Cameroun a eu avec le Gabon ou la Guinée équatoriale? Je vous assure qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas modernisé pour permettre la traçabilité. Donc, le véritable problème, donc, maintenant, c'est que le problème infrastructurel soit résolu. Une fois le problème infrastructurel, parce que les méthodes artisanales viennent du fait qu'il n'y a pas de route. Et donc les gens rentrent, je peux vous dire qu'il y a des raccourcis pour rentrer soit au Congo, soit au Nigeria, ainsi de suite. Même au niveau de la douane, lorsqu'on parlait de la route légale, combien, n'est-ce pas, d'opérateurs économiques respectent la route légale, celle qui est la voie la plus directe? D'accord. Est-ce qu'elle existe même d'ailleurs? Vous voyez, donc, Monsieur le maire, sur les questions d'intégration, que faut-il faire le plus? Moi, je crois que ce qu'il faut faire, c'est de créer des institutions fortes qui vont permettre que tout le monde respecte les lois que nous sommes mis ensemble. Parce que la première des choses, comme venait de dire le jeune frère, il faut d'abord faire les routes. D'abord. Après, les infrastructures, il faut créer, moderniser les infrastructures et ensuite mettre de bonnes lois qui vont permettre que les opérations se fassent de manière gagnante-gagnante. Alors, sur cette question, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le président Faustin Archange Touadéra qui est au niveau de la présidence de la CEMAC. Qu'est-ce qu'il va apporter de plus? Je veux dire, quel est son plan de plus d'intégration, plus d'implication des différents pays dans le développement de la sous-région? Oui, c'est la question posée mérite d'être posée à la bonne personne. C'est-à-dire que après avoir fini de prendre le flambeau de la CEMAC, je crois que la STV aurait pu avoir la chance de lui poser cette question. Il a un plan, il sait ce qu'il y a, il sait très très longtemps qu'est-ce qu'il faut faire pour booster
booster cette intégration. Et dans l'intégration, je vous avoue aussi que le Cameroun a donné de l'espace portuaire à la Centrafrique pour faciliter l'importation et l'exportation de la marchandise entre la Centrafrique et le Cameroun. Et il a aussi donné de l'espace, ça c'est la zone, je parle de la zone CEMAC, qui est vers le port, qui fait partie des exigences de la CEMAC, de l'accès à la mer, qui est l'accès à la mer par les Nations Unies. Une forme de zone franche. Mais, oui, qui est aussi pour la zone CEMAC, mais ça a eu beaucoup d'incompréhension. D'ailleurs, c'est un projet que j'ai eu le temps de piloter, mais qui n'a pas bougé. Pourtant, c'est quelque chose de très important dans l'économie sous-régionale, surtout des pays sans façade maritime, comme la Centrafrique et le Tchad. Et ça devrait faciliter aussi des échanges entre la Centrafrique et le Cameroun, évidemment, puisque la Centrafrique est un pays enclavé. Donc les marchandises, quand ils viennent par le Cameroun, sont très chères. Et bientôt, on doit avoir le terrain, celui du Kribi. Rien n'a été fait jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui fait blocage sur la question de l'accès à la mer? Le blocage de ce qui est de l'accès à la mer, c'est géographique. C'est-à-dire la Centrafrique n'a jamais eu de l'espace, n'a jamais eu l'accès à la mer. L'accès à la mer de la Centrafrique, façade maritime, c'est un pays enclavé. C'est un pays enclavé. Je veux dire, vous disiez tout à l'heure qu'il y a encore des difficultés pour réaliser le projet. Exact. Parce que le Cameroun donne de l'espace à l'État centrafricain pour favoriser, en fait, desservir la Centrafrique. Parce que quand la Centrafrique importe de la marchandise, ils payent les entrepôts plus cher. Et il y a aussi des opérateurs économiques véreux qui créent des pénuries. Et le prix des sacs de farine, le prix des denrées, oui, ça double. Et au point où, si nous avons de l'espace portuaire à nous, ce que le Cameroun nous a donné depuis 2010, en fait depuis 2006, par un accord de principe, le cahier de charges, pour lequel, à l'époque, j'ai honoré à ça avec l'État centrafricain jusqu'à maintenant, ça n'a jamais décollé. Tout simplement parce qu'à un moment, pendant les troubles politico-militaires avec les changements du gouvernement, évidemment, le frère avait essayé de souligner ici, quand cela arrive, ils ne mettent pas la priorité, les politiques ne mettent pas la priorité pour que ça soit réalisé. Vous avez comme impression qu'ils ont leur objectif ailleurs. Pourtant, c'est l'un des cas qui les permet de confirmer leur position par rapport à leur population, qui est leur miroir. Et bien évidemment, ça continue toujours à trébucher. Et aussi, quand les autres fonctionnaires arrivent, puisqu'avec les changements des années et des années, quand ils arrivent, ils trouvent le privé qui a porté le projet comme un adversaire. Et il y a des blocages même dans les signatures, dans l'avancée, et dans l'implication de celui qui a été le promoteur dans le dossier. Et finalement, c'est des embrouilles. Jusqu'à maintenant, voilà de l'espace que le Cameroun a voulu donner à l'État centrafricain depuis 2010 par une convention d'occupation qui n'a jamais été réalisée jusqu'à maintenant. Voilà, vous allez accuser qui? Parce qu'après, si vous ne faites pas attention, ceux de la Centrafrique vont dire « Ah non, évidemment... le Cameroun est trop compliqué, machin, non. Non, c'est des exigences normales. C'est-à-dire que dans les exigences, il y a un cahier de charges. Études avant-projet sommaire, études avant-projet détaillé, études géotechniques. Il faut respecter pour ne pas que ce que vous allez construire ne puisse pas tuer les Camerounais et même les Centrafricains qui seront sur le chantier. D'accord. Je voudrais ajouter quelque chose à ce dont il parle, c'est quelque chose de très fondamental parce que l'obtention de cet espace dans la zone portuaire, il y a eu des pressions, même des institutions spécialisées des Nations Unies comme l'OPAM. Vous savez bien que l'OPAM, dans sa politique, n'est-ce pas, de distribution des produits dans la sous-région, le riz, la farine, tout était stocké dans les entrepôts au port et il fallait charger au fur et à mesure pour desservir. Et la cherté, n'est-ce pas, de ces espaces-là dont il parle, a un impact très significatif sur le coût du produit. Oui, effectivement. Je vais vous dire qu'il y a cela 3 mois, j'étais en Centrafrique. Je peux vous dire que j'ai acheté un jus en Centrafrique à 1600 francs. J'ai dit le jus qui coûte 500 francs ici. Le problème est ailleurs. En partie. Où le problème est. Non, vous vous attaquez aux conséquences. Il y a 2 déterminants majeurs qui constituent le frein à l'intégration de la sous-région.
le premier déterminant est exogène. C'est d'abord la France-Afrique. Le précaré, nous sommes un précaré français, tous ces pays. Le CFA, qu'est-ce qu'on parle? Il faut le problème de la souveraineté économique. Il faut soulever, il faut mettre sur la table de débat le CFA. Le CFA est une monnaie de singe. Attends, tu vas parler. Mais là, c'est un boulot d'étranglement simple. Parce que vous attaquez, je l'ai su, vous attaquez aux conséquences. Il faut s'attaquer aux causes. La première cause, c'est que nous restons encore comme des États néocoloniaux avec le CFA. Le CFA est une monnaie de singe. D'accord, la deuxième cause? Le seul déterminant exogène, endogène. Si la nationalité camerounaise, par exemple, était une marque, je poserais le débat du national branding. Est-ce que notre nationalité est promue? Lorsqu'un Camerounais est à l'étranger, il devient un être vulnérable. La vulnérabilité s'augmente. Je ne vais pas relancer le débat sur ce point-là, mais donc c'est pour dire que sur le principe, voilà, sur le principe d'une zone CEMAC ouverte à tous ses citoyens, je pense que ces deux éléments seraient... oui, c'est mon avis. D'accord, vous allez terminer, Lionel. Vous allez terminer et puis on va... Oui, donc je disais donc que, vous savez, lorsque les produits du PAM arrivaient, et même du HCR, voilà, du HCR, lorsque ça arrivait... Le commissariat des réfugiés. Voilà, lorsque ça arrivait au port, ces entrepôts-là sont en location, ils sont au loués. Réfugiés, et voilà, et les produits sont stockés là. C'est comme c'est à partir de là qu'on charge pour acheminer en Centrafrique. Et vous voyez que les coûts d'entreposage et les coûts de location étaient très énormes. Et de cela donc, le PAM, le HCR ont pesé, n'est-ce pas, au niveau de l'État du Cameroun, pour que cet espace-là puisse... Et cet espace devrait justement être comme une zone franche, où il ne paye rien, sachant que le Cameroun quand même récupère au niveau, n'est-ce pas, de ses opérateurs de transport, la douane, ainsi de suite, et le péage, les paysages, et ainsi de suite. Donc vous voyez un peu, et c'est là donc un frein, parce que c'est maintenant à cet État-là, le Cameroun a déjà cédé la place, c'est maintenant à leur État d'aménager pour que cet espace-là soit désormais occupé par eux. Et du coup, il y aura un impact significatif sur les produits parce que c'est tout cela, n'est-ce pas, compris, qui font le coup de revient à l'arrivée. Et en Centrafrique, je peux vous assurer que si vous n'avez pas de moyens, c'est pas évident de suivre. Si je peux compléter juste un peu. En fait, dans l'analyse de cette initiative, ça a été beaucoup plus porté par ceux du secteur privé. Malheureusement, la volonté politique de l'État, les fonctionnaires qui sont arrivés, en ont fait leur plan. Et au même moment, quand ils sont ici, vous êtes sans ignorer qu'il y a eu des guichets uniques ici au Cameroun. Il n'y a pas seulement les entrepôts, il y a aussi la navigation. La personne qui importe 10 tonnes, et celui qui a importé 1000 tonnes et qui a apporté un bateau de 25 000 tonnes. Ce n'est pas pareil. Du coup, le sac de riz qui devait être à 2000 francs, celui qui a importé beaucoup, il importe finalement à 500. Oui. Alors maintenant, le problème maintenant, quand tu viens avec le bateau, le temps de faire l'entreposage, puisque tu ne peux pas mettre tous les camions au même moment, pour charger au même moment, pour partir, il faut bien les stocker. Et il faut libérer le bateau. Et si tu n'as pas les possibilités, tu es obligé de gérer avec le camion. Du coup, la marchandise et le coût même de stationnement de navire, ça se facture à la journée. Effectivement. Vous voulez réagir aussi là-dessus? Non, je voudrais comprendre donc pourquoi est-ce que la bouteille de jus est à 1500 là-bas, parce que... Il n'y a pas seulement la bouteille de jus. Il a pris un exemple. Il a pris un exemple. Voilà, il a pris un exemple. Effectivement, c'est la même chose. Et pour ça, la majorité de nos frères qui sont des commerçants là-bas, qui importent la première marchandise qu'on importe plus en Centrafrique, c'est la farine. Et la farine est détenue plus par les Libanais. Seuls les Libanais, tu ne trouveras jamais un national qui a en train d'importer la quantité de... C'est terrible. Et alors, par contre, des études que j'ai pu faire avec mon cabinet, qui m'a poussé à aller dans le projet de l'espace portuaire de l'État centrafricain, c'était d'abord la farine. Et j'ai trouvé qu'il y avait plus de 13 minoteries. Et dans les 13 minoteries, au moins une dizaine est détenue par des Camerounais.
Ça, c'est une réalité. Ici? Oui, au Cameroun. Alors, maintenant, alors que la Centrafrique n'a même pas une minoterie, il n'a rien. Il faut vérifier le prix de sac de farine. Le frère a dit. Le beignet que vous voyez qu'on achète chez la maman Bayamsa qui vend le beignet avec l'haricot ici au Cameroun, si vous trouvez le petit beignet de 10 francs que vous achetez ici, il faut le réunir peut-être pour trouver la même chose en Centrafrique. C'est compliqué, très compliqué. Et ces Libanais, ils font des pénuries organisées à leur guise. Ils montent les prix de la farine à leur guise. Et l'administration, comme je disais tantôt, ça devient difficile. Ils n'arrivent pas à contrôler. Ils n'arrivent pas à contrôler. Et c'est comme ça que vous allez voir les prix flambent à tout moment. Il y a plus ici. Au gré des commerçants. Effectivement, effectivement. D'accord, on va peut-être sortir de cette question. Je ne peux pas vous avoir sur le plateau, ne pas en parler. Sur la question du processus de Kimberley, on sait que la Centrafrique a l'une de ses ressources, une de ses premières ressources, c'est ce diamant. À ce niveau-là, est-ce que tout est OK désormais? Je veux vous dire, je suis étonné que vous avez touché ce sujet. Je veux vous dire encore autre chose. Je sors de la Centrafrique pendant les troubles politico-militaires en 2003-2004. Je rentre au Cameroun, mais j'avais déjà des bureaux d'achat de l'or et du diamant en Centrafrique, et la Centrafrique était déjà adhérée au processus de Kimberley. Le processus de Kimberley est un accord international pour la traçabilité du diamant pour éviter les diamants de sang. Trafic frauduleux, voilà. Alors, j'arrive au Cameroun de l'exil politique que j'ai quitté le Cameroun, la Centrafrique pour être au Cameroun. Je vois que, d'ailleurs, quand nous étions à Bangui, quand j'étais encore en Centrafrique avec mes bureaux d'achat de l'or et diamant, très jeune, dans les 1998 par là, j'avais des gens qui venaient acheter, les collecteurs qui venaient acheter, je les éparpillais avec de l'argent pour aller acheter. Ceux qui allaient du côté du Congo-Kinshasa, de l'autre côté du Congo-Brazzaville, de l'autre côté du Soudan, ils venaient avec les quantités en retard et ils écoulaient difficilement leur argent d'achat, les collecteurs. Mais ceux qui venaient du côté du Cameroun arrivaient très rapidement avec beaucoup de quantités de diamants. Et j'ai compris que le Cameroun avait mis la priorité sur l'agriculture et l'élevage, et le Cameroun n'avait pas encore libéralisé ce secteur. C'est bien en 2003, quand j'arrive au Cameroun, avec un de mes cabinets... On a mis la priorité nulle part. Je veux dire que par rapport à la Centrafrique... Qu'est devenue l'agriculture de seconde génération? Didier, laissez-le poursuivre. Didier, vous ne pas perdre les idées. Vous allez réagir après. Je poursuis. J'ai initié par initiative volontariste privée l'adhésion du Cameroun au processus de Kimberley. Oui. Alors, je le fais en 2003. Je le commence en 2003. Et je fais des courriers au gouvernement camerounais. Le gouvernement camerounais a suivi au point où le Cameroun a adhéré au processus de Kimberley. Malheureusement, ça a fait pratiquement la même chose, c'est-à-dire la mentalité de certains de nos frères fonctionnaires. C'est-à-dire que d'autres commencent à dire « Ah, mais lui, les Centrafricains, si, mais comment c'est lui qui vient nous initier ceci ?» Pourtant, ils oublient que nous avons la longue expérience de ça là-bas, et on connaît les difficultés de comment ça peut se passer. Et j'ai participé à plusieurs réunions de travail avec le gouvernement camerounais pour ce processus. Mais je vous avoue que jusqu'à maintenant, ça n'a pas décollé. Ça n'a pas décollé parce que tout ce qu'on avait comme plan de la maîtrise des filières, de ce qui est des bijouteries. Parce que qu'est-ce qui se passe? Les gens, les sociétés viennent au Cameroun, ils se disent, ils sont en train de prospecter. Alors que sur le terrain, comme le gouvernement n'arrive pas à bien suivre et ils ne maîtrisent pas, ils font de l'exploitation. Voilà. Et maintenant, sur l'exportation, la majorité des quantités de diamants du Cameroun sort par Dubaï. La majorité des quantités de l'or du Cameroun sort par Dubaï. Donc, le contrôle qu'on devait installer de ce qui est de poinçonnage en matière de l'or, donc ils font comme les bijoux, comme le frère A, non, mais en or, en or, c'est-à-dire en or massif traditionnel. Et ça fait que quand ils voyagent, vous n'arrivez pas à contrôler. Or, il fallait imposer une traçabilité à partir de la bijouterie, de ce que nous avons comme projet, comme programme. Jusqu'à maintenant,
ce dossier n'a pas bougé. Parce qu'il y a aussi la création et la formation de la gendarmerie minière et de la police minière. Ceux qui sont censés de savoir dans quelle manière les quantités... Voilà. Donc ça n'a jamais été fait. Et je vous assure que quand vous êtes de secteur privé et que vous initiez un projet, vous avez en face de vous nos frères fonctionnaires qui estiment que tu es venu ravir leur vedette et du coup, mais le suivi on ne de veut tout pas... cela, pour terminer avec vous, le suivi de cela, ça doit être une politique sous-régionale, CEMAC, ou alors c'est chaque État qui devrait pouvoir mettre sur pied une police, pour le dire comme ça. C'est d'abord international. On a parlé de processus de Kimberley qui a régularisé tout, mais il y a des formations sur le plan national de chaque pays qui s'harmonisent, parce que chez nous, par exemple, il y a la gendarmerie minière. Il y a la gendarmerie minière, le gars est calé, il sait à peu près comment les gens veulent sortir pour transformer, pour acheter les armes, il connaît. Mais au Cameroun, ce n'est pas encore le cas. Et la sécurité qui devrait aller en avant pour que les investisseurs viennent investir, c'est plutôt le contraire. Parce que les gens pensent que quand on dit diamant et l'or, il y a l'argent. Et ils oublient le système de la sécurité qui devait rassurer les investisseurs. En fait, c'est ça le problème. D'accord, vous regardez sur le plateau, on va parler de politique intérieure nationale. Vous vivez au Cameroun, vous avez quand même un regard là-dessus. En tant qu'observateur, on va prendre la transition et revenir sur le deuxième thème, opposition camerounaise. Silence audible au Parlement pour dire que c'est peut-être la majorité obèse du RDPC ne permet pas toujours aux partis de l'opposition d'exprimer ou alors de faire voir leur volonté en termes de loi passer au vote. Transition. Didier, avez-vous le même sentiment pour dire qu'il y a comme une forme de silence, un silence parlant? On laissait toujours présent à toutes les sessions, que ce soit au Sénat, à l'Assemblée nationale, mais je veux dire qu'en termes de projet, projet de loi, l'opposition n'est pas très présente, encore moins en ce qui concerne les lois qui sont votées sous l'inspiration ou alors sous les propositions du gouvernement. De l'opposition. Vous voulez que l'opposition... En tout cas, moi, je ne partirais pas d'ici heureux si je ne parlais pas d'une population à Bonamboumé. Ça, c'est des populations anglophones qui ont fui la guerre du Nozo pour s'installer dans la mangrove. C'est des déplacés intérieurs qui souffrent d'un problème environnemental. D'abord, l'accès à l'eau potable. Vous faites de l'indiscipline sur le plateau. Oui, non, je vais vous imposez un thème. Non, votre temps est encadré par les thématiques du soir. Parce que le risque qu'on a n'ont pas accès à l'eau potable. Le risque que nous autres, c'est d'être des panélistes accompagnateurs. Un logement décent. Ils sont sur des maisons en pilotis et à tout moment, puisque la mangrove va disparaître, une houle peut les ramener ou bien peut les engloutir si demain il y a une érosion côtière. Il faut penser à cette population, la journée internationale réservée aux réfugiés. Je dirais que... Pour ce que tu es en train de dire... Non, permettez que je regarde quand même. Je veux dire, pour cette exception, je comprends que dans le cas du mouvement écologique, voilà, merci, vous voulez passer une problématique qui vous est chère. Ça n'exclut pas que c'est une indiscipline de plateau qu'il faut pouvoir relever. Mais elle est pertinente quand même, c'est pour ça que je vous ai laissé aller jusqu'au bout. Et à l'occasion, on pourra peut-être mettre cette thématique en débat. Je vous laisse poursuivre maintenant sur la question de l'opposition des députés silencieux à l'Assemblée nationale. Mais pas forcément silencieux. Parce que quand je dis audible, c'est pas qu'ils ne parlent pas ou qu'ils n'interviennent pas ou qu'ils ne proposent pas, mais c'est davantage qu'à cause de leur minorité. Ils sont minoritaires. Maintenant, la question c'est de savoir pourquoi ils sont minoritaires. Et là, il faut faire une analyse théologique de l'échec des forces alternatives. Et moi, je pense qu'après avoir vécu un certain nombre de choses, je pense que l'opposition camerounaise, avec tout le respect que j'ai pour ces acteurs, parce qu'au Cameroun, prendre une carte de parti politique n'est pas une sinecure. Il faut être très, très courageux, il faut être un bosseur, même si cette opposition, les partis d'opposition, à un moment donné, n'ont pas assez fait pour les candidatures indépendantes. Donc, moi, je pense que si cette opposition est dans cette situation où elle est aujourd'hui, c'est peut-être à cause d'elle. Parce que, vous savez, M. Dipita, l'histoire est pourvoyeuse d'abus. On a vu en 1990 une opposition travailler. Je prends par exemple
les villes mortes. Parce que si les villes mortes ont existé, si la tripartite a existé, c'est parce qu'il y a eu les villes mortes. Question de rapport de force. Et avant cela, on sait quand même qu'il faut rendre un hommage particulier à un homme, le chairman Ndonfoundji, qui a eu le courage de lancer son parti un certain 6 mai, je crois que c'était 6 mai, 26 mai, avec 6 morts, il a eu le courage de lancer son parti, et son parti qui a poussé le président Biya à l'époque, c'était en juin 1991, d'appeler ses partisans à une éventuelle concurrent. C'était là l'ouverture de la démocratie au Cameroun. Mais sauf qu'il faut un peu analyser le comportement des hommes politiques. Juste après, il y a eu des lois qui ont été publiées, les lois sur les libertés, la création de partis politiques. L'opposition a mis sur pied ce qu'on a appelé l'Alliance pour le redressement du Cameroun par la conférence nationale du Cameroun. Mais lorsqu'on observe un peu comment le président Biaké avait dit non à la conférence nationale parce qu'elle était sans objet, mais lorsqu'on regarde un peu comment l'opposition est arrivée à la tripartite, c'était un rang dispersé. D'accord. C'était un rang dispersé. Évidemment, en 92 déjà, l'une des résolutions, c'était qu'il ne devait pas avoir une élection sans la deuxième tripartite. Mais qu'est-ce que le pouvoir a fait? Le pouvoir a mis 500 millions sur la table. Il y a certains partis qui étaient même membres de l'ARC qui ont accepté d'aller à cette élection anticipée d'octobre 1992. Malgré ça, le RDPC a perdu avec ses 88 voix. Il a fallu qu'un autre parti de l'opposition, le MDR, qui donna, si tu me permets, ces 6 députés au RDPC pour lui donner une majorité absolue. Et voilà comment le Cameroun, qui rêvait d'avoir une conférence nationale souveraine, se rêvait devenir une utopie. Donc, au fur et à mesure, que ce soit les élections anticiper les élections présidentielles d'octobre 1992, on ne saura jamais pourquoi les partis qui ont boycotté 1992 ont accepté d'aller à une élection à un tour en octobre 1992. Et évidemment, là encore, lorsqu'on regarde le nombre de suffrages exprimés, le président a été presque à 38 ou 39. Enfin, vous voulez démontrer que ce sont les conséquences la question du coup d'échec de 92 qui sont perceptibles aujourd'hui. Il y a eu des gros espoirs. Aujourd'hui, c'est les grandes illusions. D'accord. Donc, la question que je me pose aujourd'hui, est-ce que l'opposition camerounaise voulait vraiment le changement? D'accord. Lionel, vous êtes d'une opposition parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat. Comment vous expliquez je vais dire ce silence, non pas que vous n'êtes pas actif, mais toujours est-il que on ne vous sent pas dans le débat parlementaire. Non, c'est tout à fait naturel. C'est-à-dire que il y a une force en face. Vous avez 5 députés à l'Assemblée nationale et vous avez un parti qui a pratiquement les 80% des députés. Il est naturel que vous ne serez pas forcément audible, même si vous avez les meilleures idées. D'ailleurs, pour ceux qui suivent quand même l'activité à l'Assemblée nationale, vous allez quand même voir que l'honorable Nietzsche du SDF, l'honorable Cabral Libé et autres, quand même pose les problèmes fondamentaux. C'est-à-dire que vous avez vu par exemple sur le rapport de la Chambre des comptes et tout, qui de façon subtile a été déclenché par l'honorable Nietzsche, et ainsi de suite. Donc vous avez des gens qui posent des actions, mais ça ne peut vraiment pas, ça ne peut pas passer parce que en face vous avez, parce que lorsqu'il faut voter, est-ce que aujourd'hui on fait un procès à l'opposition pour dire que l'opposition n'a jamais fait une proposition de loi? L'opposition a eu à faire plusieurs propositions de loi. Je me souviens, je crois que l'honorable Nietzsche en a fait pratiquement 5 à 6 propositions de loi lorsqu'il parlait même de la camerounisation des postes de direction, de directeur général, ainsi de suite. Il y a eu plusieurs, mais le problème c'est que même si la proposition est pertinente, même si elle a une pertinence assez avérée, elle ne passera pas parce qu'elle n'est pas venue de l'ordre gouvernant. C'est ça le problème en réalité. Par contre, si
si vous arrivez à une opposition avec un certain équilibre à l'Assemblée nationale, vous allez vous rendre compte qu'il y a des lois aujourd'hui qui passent, mais qui n'auraient pas dû passer. La seule chose, je dis la seule loi que je reconnais, même au RDPC, de n'avoir pas laissé passer, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au Sénat, c'est la loi qui consacrait l'immunité aux ministres. Ça, j'ai salué même les députés du RDPC, y compris ceux de l'opposition. D'accord. Alors, Ignace, vous observez tout cela. Je veux dire que vous avez le sentiment quand même que cette opposition n'est pas trop bavarde au Parlement quand vous regardez cela. En effet, j'ai comme impression que c'est la même chose qui se répète. C'est la même chose qui se répète et c'est comme l'adage qui dit chacun s'assoit et Dieu le pousse. C'est un peu un je m'en fous. Hein. C'est-à-dire que le problème de leadership avec les oppositions, il y a un problème de leadership. Le vieil démon est toujours en train d'être là et vous avez l'impression que ça ne bouge pas en tant que tel. C'est-à-dire chacun fait comme il peut, si c'est bon ou ce n'est pas bon. Voilà à peu près comment je suis en train de voir que l'histoire se répète encore de la même manière. Et l'obésité au Parlement ne vous gêne-t-elle pas? Donc, en fait, si je comprends bien votre question, vous voulez qu'on s'excuse de notre force. Non, mais quand on peut pas, on ne peut pas venir s'excuser d'être trop fort. On ne peut pas s'excuser d'être fort. Moi, à la hauteur de la démesure. Non, pas à la hauteur de la démesure, parce que dans ce cas, il faudrait m'indiquer à quel niveau se trouve la mesure qu'il a établie. Donc, on ne peut pas s'excuser. La majorité simple, non? D'après quelle loi? Un parti politique, je veux dire que ça donne l'impression qu'il n'y a même pas de débat au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat. S'il n'y a pas de débat au Parlement ni à l'Assemblée nationale, c'est que sur le terrain politique, en réalité, il n'y a même pas de combat. Vous voyez, l'institution parlementaire n'est que le reflet de la réalité il sourit. Bon, je sais que M. Maire peut pas être d'accord avec moi, mais c'est une réalité qui sont à dire. L'institution parlementaire ou les institutions électives, en réalité, ne sont que le reflet de la force politique, du rapport des forces politiques sur le terrain. Pourquoi vous voulez qu'on vienne s'excuser d'être ultra dominant? On ne peut pas s'excuser. Au contraire, on en cherche encore plus, parce que vous allez vous rendre compte que le Parlement n'est pas monocolore. Jusque-là, il y a des endroits où on a perdu. Donc, si on a moyen d'avoir un peu plus, on en aura. Que nos amis de l'opposition ne pensent pas que les élections, c'est un moment de pique-nique où on viendra dire, bon, à moi ceci, à toi cela. Si on peut tout prendre, on prendra tout. Qu'ils se préparent. S'ils ne se préparent pas, qu'ils ne viennent pas nous faire le procès. Bref, je voudrais dire qu'en réalité, là, je suis mal placé pour faire un débat sur les problèmes de l'opposition. Mais pour le peu que j'ai pu voir, dans ce pays, et le frère centrafricain qui a pris la parole tout à l'heure nous montre qu'il est vraiment au cœur de notre histoire politique. Les égos, la personnalité, le messianisme sur la scène politique. Regardez la façon dont les principaux acteurs politiques d'aujourd'hui, je ne veux même pas parler de l'illustre disparu, les principaux acteurs politiques d'aujourd'hui, chacun se prend pour un dieu. Je suis sûr que si j'ai fait une critique assez solide actuellement sur le président du PCRN, mais Lionel aura envie de m'empoigner. C'est-à-dire que leur leader, on ne touche pas, on ne dit rien de mauvais sur, on ne critique pas. Et puis quand il a parlé, c'est Dieu qui a parlé, venez vous alliez. Il y a un parti politique dans ce pays, comme ils sont pas autour de la table, je ne vais pas citer, mais là-bas, le président a toujours raison. S'il sort et il dit, bon, à la prochaine élection, personne n'y va. Parce qu'ils ne sont pas là qu'on en parle. Je ne les cite pas. S'ils sortent, ils disent, à cette élection, personne n'y va, allez, toute l'opposition me suit, et que vous avez le malheur de ne pas obéir, mais je vous assure, vous serez insulté sur les réseaux sociaux jusqu'aux entrailles de votre maman. Et par qui? Par les propres partisans. Donc, à un moment donné, il faut que les leaders politiques de l'opposition, certains leaders politiques de l'opposition reviennent sur terre. Qu'ils reviennent sur terre. Une démocratie ne peut pas se faire avec une opposition aussi, je n'ai pas envie de leur manquer de respect en disant faible. On a besoin d'une opposition quand même qui a un niveau qui peut faire que le contrôle de l'action du gouvernement soit assuré. L'opposition est tellement engluée dans les guerres intestines qu'à ce stade, même nous du pouvoir, sincèrement, ça nous inquiète. Monsieur le maire. Non, vraiment, je suis un peu très gêné parce que Yves voulait dire beaucoup de choses, mais il est en train de faire la langue de bois. Parce qu'en réalité,
nous, de l'opposition, nous avons, surtout nous dans le SDF, nous sommes battus pour garder un Cameroun uni et fort. Indiscutable. Nous avons, avec le leader, notre leader, Midian Fundi, fait tout pour que le Cameroun reste toujours au firmament de ces activités. Je vais dire quoi? Tout le temps que nous avons passé à l'opposition, pendant les 33 ans que nous avons passé à l'opposition, nous sommes bastés. Nous avons passé le temps à demander au gouvernement de nous donner de bons textes. Nous sommes passés à ONEL 1, ONEL 2, ELECAM 1, ELECAM 2. À tous les coups, on passe le temps à tripoter le texte parce qu'on ne voudrait pas que le Camerounais se sente libre. Monsieur Dipita, imaginez-vous un seul instant qu'au sortir de cette émission, qu'on vous dise que demain là, nous allons avoir des élections à 2 tours. Demain là, nous aurons des bulletins unis. Il y aura encore ce rapport de force. Monsieur le maire, est-ce que c'est l'élection à 2 tours qui va faire que les partis politiques soient représentés? Ça va changer. J'ai lu le rapport de l'ECA présidentiel 2018. Ce rapport dit que l'opposition camerounaise est absente de pratiquement l'ensemble du territoire national. Prenez le rapport de l'ECA. Non, non. Le rapport de la présidentielle. C'est qui? Elle est comme c'est encore vous? Non, et s'il vous plaît, ce rapport, c'est le même rapport qui propose de modifier même l'ECA. Mais c'est dans le même rapport qu'ils disent qu'il faut changer leur fonctionnement, et ça vous appréciez. Ils disent, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Après, justement, est-ce qu'une élection en 2 tours ne permettrait, qui sait peut-être pas l'opposition, de faire stratégie commune, sachant qu'un parti qui n'est pas implanté quelque part laissera celui qui est implanté, et ainsi de suite, comme ça pour... Bon, je vous prends un cas. Vous avez près de 25 000 bureaux de vote. Et on vous dit que toute l'opposition camerounaise réunie ne couvre même pas 5 000 bureaux de vote. Toute l'opposition camerounaise réunie. Est-ce que c'est une élection à 2 tours qui viendra leur permettre d'aller se faire connaître auprès des Camerounais? Ça renvoie à ce que je faisais comme réflexion. C'est-à-dire que l'opposition peut se spécialiser en fonction des régions. Sachant par exemple que le SDF est fort dans le nord-ouest, sud-ouest, il se localise là-bas. Sachant que le PC... Jusque-là, ça ne change rien. Parce que sur 5 000 bureaux, comme si ça va faire passer de 5 000 à 10 000. On redonne la parole au maire. Je crois que c'est ça l'erreur que vous commettez. Parce que le RDPC a passé tout son temps à confiner tous les partis politiques dans les zones. Il veut absolument vous faire savoir que le RDF était un parti régionaliste, mais est-ce que c'est le RDPC la réalité? Non, c'est pas la réalité. Je peux vous dire quelque chose, Yves. Oui. Peut-être que tu ne le savais pas. Tout le nord-ouest a peut-être 20 mairies et tout. Mais quand vous regardez le nombre de bureaux de vote qu'il y a dans ces 20 mairies, ça n'atteint pas seulement la circonscription électorale de Douala-3. Parce que nous avons 586 bureaux de vote à Douala-3. Allez réunir tout ce qu'il y a comme bureau de vote dans le nord-ouest, ça ne fait pas 500. Vous comprenez? Donc en fait, la force même du SDF, c'est à Douala. Parce que SDF, Douala 3, c'est 586, et Douala 5, c'est peut-être 575. Bon, en fait, c'était, quand vous dites c'est à Douala, peut-être c'était à Douala. Non, je te dis les résultats de 2020. Moi, je sors d'une élection. C'est 586 bureaux de vote. Je sors d'une élection et j'ai couvert les 600. Même en 2018, certains partis politiques n'ont pas eu à couvrir. Comme vous dites, ils n'ont pas eu des scrutateurs dans les bureaux de vote. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à avoir les scrutateurs dans les bureaux de vote? Parce qu'ils n'ont pas d'électeurs. Non. Ils n'ont pas, ils sont nouvellement venus, ils ne connaissent pas la réalité de terrain. Quand ils arrivent, ils croient que l'élection, c'est qu'on arrive le matin, on est candidat. Ils oublient que l'élection se prépare. Ils ne se rendent pas compte que ELECAM déjà commence déjà, parce que ELECAM c'est le RDPC, le président de machin, le président du bureau de vote, le RDPC. Voilà. Et quand les textes qui sont faits. Mais monsieur, vous avez gagné l'élection. C'est le RDPC et vous avez gagné. Je n'ai pas fini. Vous savez comment ils ont gagné cette élection? Non. Ils ont gagné parce qu'ils ont été votés par les populations. Non, ce n'est pas ça. Je vais dire ceci. Voilà la petite piscinette qu'ils font. Les lois disent qu'après 8 heures, vous ne pouvez plus mettre les scrutateurs dans les bureaux de vote. Ils s'arrangent à arriver, puisque tous ces bureaux-là, c'est eux. Et quand vous allez regarder partout, nous, qui sommes des vieux sur la scène, tu vas voir que dans tous les bureaux de vote, il doit y avoir que le RDPC, le SDF et quelques endroits l'UPC. Maintenant, avec le PCN qui est arrivé, je vais dire à Douala que je connais, je maîtrise particulièrement. Mais à partir de 8 heures donc, c'est encore les présidents des bureaux de vote là, les présidents de l'ELECAM qu'on reprend pour mettre comme les représentants des autres partis politiques. Si je vous dis de vécu sur le terrain, c'est ce qui se passe.
Ça dit que quand vous arrivez dans un bureau de vote, il y a peut-être 6 partis politiques. Mais attends, il n'y a que le SDF qui se retrouve, tous les autres, c'est encore le RDPC. Parce qu'ils les ont placés exprès. Si vous le dites, ça veut dire que c'est même moins de 5000. Il faut dire, D'accord. monsieur Abama, il faut qu'on se dise des vérités. Lorsqu'on regarde que ce soit les textes, comment les fonctionnent, les lois, il faut se dire des vérités. Moi, je ne voudrais pas faire le procès du RDPC parce que tout est taillé de telle façon que le RDPC ne peut pas perdre Une élection. une élection. Le RDPC est implanté. Attends, je vais parler. On est implanté du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais attends, non parle, Même à l'extérieur. non parle de forces alternatives. Des acteurs pour qui j'ai beaucoup de respect d'estime, comme le maire qui est en face de moi. C'est des gens qui sont battus. Mais ce qui me chagrine, il faudrait qu'à un moment donné, que l'opposition fasse son argumentaire et accepter qu'on a en face un parti qui garde encore les stigmates C'est parti unique. de parti uni. Ça, c'est Un clair. parti qui n'est pas prêt à lâcher. Ils ne sont pas Un prêts. parti qui est déjà en campagne pour 2025. Un parti normal Moi, à je la pense- campagne est permanente. Moi, je pense que seule une dynamique unitaire, parce qu'il faut y attendre du RDPC, monsieur. Non, ils ne lâcheront Ils ne jamais vont rien faire. Ils ne pourront jamais Non, rien ils ne lâcher. peuvent pas changer. Il C'est faut y lui attendre. que- Ils sont en campagne. Donc, moi, je pense, et là, je suis d'accord avec Yves qui dit que les leaders des partis politiques de l'opposition pensent tous qu'ils sont des présidents. Laurent Gbagbo sont des disait- petits dieux. Oui, Laurent Gbagbo disait que le siège d'un chef d'État n'est pas un banc. C'est une chaise, une place. Parce que, monsieur le maire, je ne voudrais pas faire le procès du chairman, qui pour moi est un symbole. Et puis je demande, je suis au chef d'État de garder pour cet homme vraiment des obsèques nationales, parce qu'il a fait quelque chose dans ce pays. En 1992, après les élections, il était au sommet de sa popularité. Juste un cliquement de doigts, le Cameroun Cameroun tombe. bascule. Ça, je vous le dis, moi j'étais à Yaoundé pendant que M. Dipanda Mouele lisait les résultats des élections d'octobre 1992. Même après avoir déclaré le président Biya gagnant, Yaoundé c'était un silence de cimetière. Mais jusqu'à là, John Foundi a dit, Il ne marcherait pas sur le sang pour entrer à Etoudi. pendant ce temps, ses amis autour de lui le poussaient à prendre les armes pour lutter contre le président Biya. Et certains partis politiques qui faisaient partie même de l'UPC Lyon pour le De l'Union changement pour le changement. avaient déjà adoubé, avaient déjà accepté les résultats prononcés par la Cour suprême à l'époque. Et des Pour bons dire que... raisons. Non, non, c'est pas de bon raison. Pour dire que le président Foundi a fait une très bonne lecture. Il savait que même s'il lançait les jeunes à revendiquer leur victoire, ils seraient écrasés parce que d'autres régions avaient déjà adoubé le chef de l'État et ces régions devaient être un bouclier pour lui. Pour dire ceci, il faudrait à un moment donné que ces leaders-là acceptent de s'aligner devant un. John Foundi, le chairman a porté le programme de l'Union pour le changement. C'était un minimum de programme. 3 ans pour remettre à table toutes les institutions. Je fais 3 ans, je ne reviens plus. Et puis on remet tout à plat. Il y a un certain nombre de revendications. L'immunité, c'est-à-dire l'amnistie pour tous les prisonniers politiques, et particulièrement ceux du 6 avril, le code électoral, le même nombre de temps des partis politiques sur les médias. La question que je me pose, monsieur le maire, après tout cela, après le bon résultat de l'Union pour le changement, qu'est-ce qui s'est passé pour que le SDF prenne à lui seul tout ce travail de l'UPC? Parce que tout se gâte après. En 1997, il y a eu les élections, le 11 octobre 1997, il y a eu les élections présidentielles. Toute l'opposition a boycotté. Parce que la constitution de 1996 n'était pas dans l'esprit de la tripartite. Voilà encore où le RDPC a triché. Le seul point visité, révisé dans cette constitution, c'était le mandat. 7 ans, une fois non renouvelable. Pour la décentralisation, il fallait attendre. Pour ceci, il fallait attendre. Et puis moi je dis, non, ça ne veut rien dire progressivement, il fallait attendre peut-être 30 ans pour qu'on parle de la décentralisation. Vous comprenez? Moi je dis, ce jeu-là n'est pas bon. Ce jeu-là a amené les Camerounais à se décourager.
Vous comprenez? Vous avez une... Il y a une ONG qui est à Yaoundé qui aujourd'hui a démontré que les partis politiques représentent moins de 10% de la population électorale. C'est juste une minorité agissant et vous avez en face une majorité silencieuse qui n'est pas maîtrisable. Justement, qui est même une bombe qui à tout moment peut éclater. Justement, donc quand tu dis que tu es content que vous allez gagner plus, c'est dangereux. Le développement de Didier introduit donc l'autre sous-thématique de cette opposition camerounaise dans cette impossibilité d'unité. Je veux dire que tous ces problèmes sont connus, sont recensés. Le RDPC, je veux dire l'éléphant grand et tout ça là, on sait qu'ils luttent face, qui s'est peut-être aux fourmis. Mais les petites fourmis là ne peuvent-elles pas se mettre ensemble? Qu'est-ce qui empêche cette unité de l'opposition? L'égoïsme, l'égocentrisme, le messianisme. Le messianisme, je suis le président et rien que moi le président, l'unique candidat? Oui, en fait, en réalité, vous savez, en 92, c'était justement, ils sont allés, le chairman John Fungi était devant, et il y avait derrière M. Ebois, les autres partis qui étaient derrière Sauf que ce que Didier ne veut pas dire, c'est que nous croyons et nous continuons à croire que si ça avait été un francophone qui était devant, le pouvoir allait véritablement basculer. Non, moi, je ne fais pas politique avec les si. Hein. Non, c'est la réalité. Non, moi, je vous dis, c'est la réalité. Oh. Parce qu'après, je suis sûr que, même M. le maire ne va pas me le démentir, que le chairman s'est rendu compte après que la France ne pouvait pas laisser un anglophone prendre le pouvoir. Parce que la France n'était pas prête. C'est là où tout le problème s'est posé. Parce qu'en réalité, même certains militants du RDPC de l'époque vous confirment que c'est le SDF qui a remporté l'élection. Même jusqu'aujourd'hui. Je dis, eux-mêmes, ils vous confirment. C'est la France qui vote au Cameroun. Non, je vous dis que... Non, vous savez, vous connaissez, nous sommes un précaré. Nous sommes un précaré. Nous sommes un précaré. Nous sommes un précaré français. Nous sommes un précaré français. Lorsqu'il y a eu partage du Cameroun, il y a une partie qui avait les 3 quarts et une partie qui avait un quart. Oui, mais est-ce que tout ça, c'est pas suffisamment léger? Je veux dire qu'on a vu des pays où il y a eu élection, le peuple, l'opinion a... C'est pas le Cameroun dans tous les cas, M. Dipita. Je vais vous dire donc par la suite que par rapport à la question que vous posez, vous savez, c'est un procès qui revient tous les jours. Pourquoi l'opposition va en rang dispersé? Certes, je ne veux pas nier l'égoïsme, n'est-ce pas, des leaders des différents partis de l'opposition. Ça, je ne veux pas le nier. Mais nous avons parlé tout à l'heure de quelque chose, du bulletin unique et de l'élection à 2 tours. Monsieur Dipita, mettez l'élection à 2 tours, vous allez voir l'alliance se former seule. Je vous dis seule. Je vous dis au premier tour. Le FBT va créer ses opposants. Non, c'est pas stratège. Non, écoutez. Quand vous savez, je crois que Rigobert Song, lorsqu'il parle de la théorie du danger, ça doit plutôt nous cultiver. Que lorsque vous savez que, n'est-ce pas, c'est ça en fait. Parce que nous savons que vous serez les seuls qui sauront que vous êtes, qui sont en danger. Non, monsieur on ne faisons pas la science-fiction non plus. Non, c'est pas un problème de science-fiction. La réalité est là. C'est pas un problème de science-fiction. Je vous assure que vous faites une élection à 2 tours. Cabral Libi qui perd au premier tour, automatiquement va soutenir le candidat de l'opposition qui va aller au second tour. Et ça va se former seul. Et vous allez voir des gens... Vous savez qu'en 92, l'opposition avait un candidat, non? Oui. Et le schéma que vous êtes en train de tracer là ne s'est pas fait comme vous le dites, non? Parce qu'il n'y a pas élection. Parce qu'il n'y avait pas élection à 2 tours. Je vous ai parlé d'une élection à 2 tours. L'UNDP et l'UIDC sont les premiers membres de l'ARC, Conférence nationale souveraine. Les 2 partis. Pendant qu'on parle de la dynamique unitaire, ils sont d'accord. Mais chacun a son agenda caché. Au moment où on sort des conclaves, ils partent déposer leur candidature. Il faut faire attention avec les leaders camerounais. Il faut faire attention avec les relations transactionnelles. Ce que tu dis là, sur le terrain, il faut faire attention. Le RDPC est très malin, rusé. Non, je vous dis... Terminé. Je suis en train de vous dire que... Ils vont créer ça, c'était l'élection à 1 tour. Nous vous parlons de l'élection à 2 tours. Il n'y aura même pas le temps
pour faire ce que vous êtes en train de dire. À 2 tours, hein. Oui, il n'y aura pas de temps. À 2 tours, hein. Moi, je suis une chose. À 2 tours, on aura moins d'abstention. Justement, on aura moins d'abstention. Parce que les gens qui n'ont pas voté au premier tour, iront voter au deuxième tour parce qu'ils vont voir une lueur d'espoir. Oui, il y aura moins d'abstention. Quand le RDPC dira à tous les soutiens du candidat du deuxième tour que, écoutez, il y a la primature, il y a le ministère de la Défense, il y a le ministère de l'économie, vous savez, il y a le régional de la BEAC. Monsieur le député. D'accord, mais laissez le maire parler. Oui, je veux dire, monsieur le député, tous ceux qui vont aux élections savent qu'il y a les primatures, qu'il y a de cela, n'est-ce pas? Obama nous avait dit ici, dans le temps qu'en Afrique, on n'a pas besoin des hommes forts. Barack Obama, l'ancien président américain. Oui, il avait dit qu'on a seulement besoin de bons textes. Donnez-nous les bons textes. Vous allez voir que l'opposition va se réunir seule. Aujourd'hui, les gens se divisent parce que, bon, il y a l'ego, je ne le refuse pas. Mais c'est parce que, quelque part, beaucoup de propriétaires, beaucoup de présidents des partis politiques que vous voyez, c'est des sous-marins du RDPC. On les envoie juste pour... Comme qui, monsieur le maire? Je ne sais, je ne connais pas. Mais tu reconnais que tous ceux qui... Non, parce que tu as regardé mon voisin la semaine passée. Non, lui, c'est un parti politique qu'il reconnaît, tout le monde connaît. J'ai dit qu'il y a 300 partis politiques au Cameroun, mais il y a au moins 290 qui sont les top. Ce sont des partis qu'on a créés. Le PADEC de notre ami. Qu'on a créé, j'ai parlé de 300. S'il y a 300 partis politiques, il y a 290 qui sont le PADEC s'assume. Hein. Et donc les textes ont été signés par le ministre de l'administration facilement. Hein, oui, très facilement. Bon, je vais donc dire que c'est aussi facile pour vous. Les 10 autres, on a introduit un parti qui n'a jamais été signé. Hein. On a négocié avec le PCRN pour avoir le PCRN, c'est différent. Les 10 autres partis qui sont là, peut-être que c'est un peu plus, je m'en excuse, mais je dis que c'est des partis sur qui il faut compter. Nous continuons à nous battre sur le terrain. Nous nous réunissons. Quand je reprends mon propre parti, le SDF, pour rendre compte que nous préparons à aller au 10e congrès en 33 ans. Quel autre parti au Cameroun a déjà réussi à faire même 5, même 3? Le RDPC. Où? Ils ont fait quel parti? Quel congrès? Je crois qu'ils sont à 5 ans. Je parle sur. Mais, bon, en 40 ans, ils ont fait 5 congrès. Ignace, quand vous regardez tout ça, vous dites quoi? C'est une. Je n'avais pas fini. Je voulais donc dire que, pour l'instant, nous continuons à dire, nous avons la foi qu'un jour ce Cameroun naîtra avec des bons textes. Donnez-nous uniquement les bons textes, monsieur les dirigeants de ce pays. Donnez-nous les bons textes. Donnez-nous les élections à 2 tours. Donnez-nous les bulletins uniques. Est-ce qu'on pose ça au sol? Il faut vous battre pour ça, non? Je veux dire qu'on est quand même dans le champ politique. On ne distribue pas, mais vraiment... Personne ne va poser le pouvoir au sol et vous dites, venez prendre. Attendez, tout à l'heure, c'est malhonnête de faire. Vous ne pouvez pas venir dans un championnat avec des idées arrêtées, avec de l'arbitre qui est vous, l'arbitre de tout ce qui est vous. Et après, dire qu'on est fort. Quand vous regardez tout ça, vous dites que c'est une dynamique politique, c'est une émulation démocratique, c'est que le Cameroun est vivant dans sa démocratie. Comment vous percevez tout cela? Je pense que l'opposition, dont on parle d'opposition, aura beaucoup encore à faire. Hein, il y aura beaucoup encore à faire parce que vous avez comme impression de ce que je disais tout à l'heure, que nous faisons la même chose et nous répétons la même chose. C'est du surplace. Et pour convaincre, c'est un travail de longue date, de long temps. Il faut vraiment prendre du temps pour convaincre et pour travailler. C'est quand même assez difficile. D'accord. Alors, Didier, et là, je disais... je ne vais pas parler dessus. Ah, pardon, je vous laisse passer. Vous êtes la majorité... Voilà, donc, je n'ai fait qu'écouter. Voilà. Qu'est-ce que tu veux même parler Allez-y. Je vais dire quand on écoute les amis, les frères opposants autour de la table, on comprend qu'en réalité, l'opposition camerounaise n'est pas sortie de l'auberge. Pourquoi je le dis? Ils font des demandes, ils font des réclamations, et quand vous essayez de regarder la réalité politique sur le terrain, vous demandez, mais pour ces opposants, la priorité c'est où? C'est dans l'institution qui arbitre le jeu électoral, ou alors c'est dans la conquête du terrain, la conquête des Camerounais. Je reviens sur le rapport de la présidentielle de 2018. Je dis bien que les opposants sont absents de plus de 20 000 bureaux de vote. Monsieur le maire, on vous donne une élection à 2 tours, comme vous êtes en train de dire.
on vous donne le bulletin unique. Monsieur le maire, est-ce que les Camerounais, parce qu'on vous aura donné le bulletin unique, seront au courant de votre existence? Tout à l'heure, vous avez fait une taxonomie des partis politiques où vous avez dit, bon, peut-être qu'il n'y en a que 10. C'est ça l'opposition. Monsieur le maire, allez dans l'arrière-pays. Le plus grand vivier électoral camerounais, c'est dans l'arrière-pays. On ne vous connaît pas là-bas. On vous connaît à Yaoundé et à Douala. Et quand vous suivez le rapport, suivez, enfin, je dis vous de manière générale, quand vous lisez ce rapport de l'ECAM, c'est que j'ai oublié la page, j'aime bien la citer pour que les gens aillent chercher. Il vous dit que, y compris dans les grandes villes, certains partis qui, entre guillemets, ont pignon sur rue, n'arrivent pas à avoir un représentant. Je vais vous dire, et je parle sous le contrôle de ceux qui font science politique, ils vous diront que un parti qui est représenté sur l'ensemble du territoire national, qui a des électeurs sur l'ensemble du territoire national, ne peut pas manquer de représentants dans un bureau de vote. C'est-à-dire que le SDF, par exemple, au moins vous gagnez à Douala 3. Le SDF, vous êtes tellement implanté là-bas que le SDF ne peut pas manquer de scrutateurs dans un bureau de vote de Douala 3. Et c'est normal. Vous voyez, à partir de là, on va votre assise territoriale. L'assise territoriale de l'opposition est extrêmement faible. Commencez à accepter ça. Quand on accepte une maladie, on commence à la guérir. Or, jusqu'ici, vous êtes nihilistes. Tous disent, ah, le RDPC a tout pris. Si on nous donne, on peut vous donner tout ça. Vous n'arrivez pas. Et je vais vous dire, vous demandez l'élection à deux tours. Je vous assure qu'en l'état actuel, on fait une élection à 2 tours au Cameroun. Au premier tour, le président aura peut-être plus de 80%. Le RDPC aura plus de 80%. Dans les conditions de 92, une élection à 2 tours réclamée aurait eu du sens. Parce que à cette époque-là, quand je lis, bon, je ne l'ai pas vécu, mais quand je lis un certain nombre de textes, je me rends compte qu'effectivement, le SDF ressemblait à un parti national. Le SDF avait des électeurs carrément partout, d'où le score de 36%. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, quel autre parti politique dans ce pays peut rêver avoir même la moitié de ce que le SDF avait en 92? Quel parti? Vous avez vu les gens qui sont arrivés en 2018? C'était l'Union pour le changement. Bon, allons-y, l'Union pour le changement. Vous avez vu les gens qui sont arrivés en 2018? Aussi là, ils disent qu'ils ont fait une coalition. Ils disent que c'était une large coalition. Et la large coalition est 14%. Et la large coalition n'est pas allée dans le sens du chairman en 92. Parce qu'en 92, le chairman dit, ah, moi, je ne veux pas aller tuer les Camerounais. Mais les gens ont 14%, ils vous disent, allez, on va aller dans la rue revendiquer. Vous avez vu combien sont sortis pour aller revendiquer dans la rue? Vous avez vu ça? Imaginez en 92, le chairman vous disant, allons dans la rue, on aurait eu combien de personnes? Il faut que les opposants camerounais se regardent, qu'ils sachent leur réalité, d'accord? Qu'ils arrêtent de rêver. Et quand on aura arrêté de rêver, on pourra engager un certain nombre de batailles avec le pouvoir. La politique, monsieur le maire, la politique, je ne peux pas me permettre de vous dire ça. Vous pouvez penser à la politique, mais vous savez très bien que la politique, c'est le rapport de force. C'est le rapport de force. Je suis complètement d'accord, Yves. Mais le problème, c'est que vous avez utilisé un stratagème pour décourager les Camerounais. Vous comprenez? Parce que sensibiliser comment? Vous sensibilisez comment? Quand en 92, on est parti aux élections avec 3 millions de votants. En 2020, on est en train d'aller aux élections avec 3 millions de votants. Est-ce que vous croyez que vous avez fait quoi? Bon, vous avez empêché aux Camerounais que les Camerounais s'inscrivent. Mais parce qu'ils sont découragés. Beaucoup vous disent que les résultats sont connus d'avance. Même s'ils votent. Oui, vous ne pouvez pas considérer l'attitude des Camerounais comme un rejet de l'opposition. Non, c'est pas un rejet. C'est un rejet du parti au pouvoir. Un rejet du parti au pouvoir. En fait, c'est une manière de... Et quand vous demandez les descendre dans la rue, ils ne viennent pas. Mais vous dites que c'est un rejet du parti au pouvoir. Effectivement, regardez seulement le boycott en 2020. Qu'est-ce qu'il a fait? Laissez le maire qui a la parole. S'il te plaît, une seconde. Sur le boycott de 2020, Lionel, pour connaître les conséquences de ce boycott, prends l'abstention à l'élection présidentielle, tu compares, le pourcentage des votants à la présidentielle, tu le compares au pourcentage des votants à l'élection locale, tu verras que le gap est de 10% pratiquement. Donc le boycott correspond au poids de ceux qui n'y sont pas allés. Essaye de le faire. Moi, il y a des chiffres. Je voulais donc dire que Yves, jusqu'aujourd'hui, là, nous ne pouvons pas comprendre que nous-mêmes, les Camerounais, nous avons un problème. Qu'en 92, on soit à 3 millions de votants, et en 2020, on soit encore à 3 millions de votants, même Eli quand même a failli. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut là-bas. Parce que imaginez-vous, tous ces milliards qu'on met chaque année. Vous savez, le pourcentage de votants au Nigeria pour la présidentielle, c'est plus faible qu'au Cameroun. Je vais dire que, n'est-ce pas, vraiment, quand nous sommes sur un plateau sérieux comme celui-ci, il faut conscientiser même nos propres concitoyens pour leur dire que ce n'est pas la peine de rester à la maison et dire qu'ils ont déjà gagné. Ils vont gagner, ils vont toujours gagner. Non, vraiment que les Camerounais sortent, qu'ils s'inscrivent massivement sur les listes électorales et que le jour des élections, ils aillent voter
et de suivre leur vote. Parce que le peuple, le plus souvent, c'est pas seulement venir mettre son bulletin et puis tu rentres à la maison. Le vrai problème du RDPC commence après les élections, après 18 heures. C'est là où bon, mais justement, mais l'autre enjeu, et je reprends Didier qui a d'ailleurs évoqué la question là-dessus, l'autre enjeu, je veux dire que c'est bien beau d'accuser le RDPC, mais je veux dire que ce que l'opposition présente aussi comme des unions, des ententes sur des questions fondamentales, une dynamique unique, je veux dire un projet politique qui au moins a les mêmes lignes pour aller contre le RDPC n'encourage pas forcément les lecteurs à se mobiliser pour les différents candidats. Non, tu sais pourquoi en 92 les gens sont mobilisés? C'est parce que les électeurs ont adhéré au léger programme qu'avait présenté l'Union pour le changement. L'Union pour le changement, c'était quand même un conglomérat, c'est vrai, des partis qui avaient des idéologies très très différentes, mais qui avaient accepté s'aligner derrière un leader de consensus. Le plus difficile aujourd'hui, c'est de trouver ce leader de consensus. Tout le monde veut être président. Tout le monde va être président. Tout le monde. C'est ça le plus difficile aujourd'hui. Non pas qu'il ne soit pas intellectuellement capé par rapport à 1992, loin s'en faut. Sauf que ce n'est pas facile. Tant que, parce que l'ultime chance de l'opposition pour battre peut-être le RDPC avec ses alliés aujourd'hui, c'est la dynamique unitaire. L'histoire est pouvoir d'arguments et que les autres acceptent. Il y a un ponte du régime qui a dit à ses enfants que ouais, quand je vous vois, j'ai pitié de vous parce que vous pouvez gagner. Et le Conseil constitutionnel vous déclare perdant. Vous allez faire quoi? Parce que si vous êtes aujourd'hui un opposant et que vous gagnez les élections, peut-être avec 33% de suffrages exprimés, et qu'on vous déclare perdant, vous croyez que les 67% qui ne vous ont pas voté là, ceux qui ont pris vos petits voix, vont s'aligner derrière vous? Dans un pays où, dans un champ politique où les partis politiques ont un ancrage ethno-tribal, qui est celui du leader, ou bien du fondateur du parti politique, c'est une réalité ontologique. Même le RDPC a son glacis électoral. Non. Même le RDPC, c'est pas moi qui le dis, c'est votre secrétaire à la communication qui l'a dit que le centre-sud-est, ces trois régions-là, la citadelle imprenable. Je parle comme citadelle imprenable du RDPC. Parce que centre-sud-est, c'est quand même l'aire géographique du Nomgui. Il faut qu'on se dise la vérité. Sauf qu'en termes de puissance politique, ce que je voudrais dire, Yves, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que je peux te rassurer que si on trouve un leader de consensus, pas le genre que la voiture ne peut pas, l'avion ne peut pas entrer dans la voiture, je ne sais pas, qui désorganise l'opposition. Si on trouve un leader de consensus, d'abord le premier adversaire qui est le taux d'abstention, ça va baisser. Ouais. Ça va encourager les gens à aller aux élections. L'élection avec l'inflation, l'élection de 2011, il y a eu 26 candidats. 26 candidats. Tout simplement parce que la caution était faible. Parce qu'il faut aussi interroger la nature de notre démocratie. Nous avons une démocratie de bourgeoisie, une démocratie censitaire. Un Beskina ne peut pas être député. Tu es d'accord avec moi? Oui, c'est clair. Et c'est fait à dessein. Il y a un professeur d'université, je ne vais pas citer son nom. Pendant qu'il y avait un débat avant 96, avant la Constitution de 96, il y avait un débat de sémantique, grand débat, large débat. Il y a ce professeur de droit, cet éminent juriste, qui avait proposé une loi de notre Constitution avant la Constitution de 96, dans laquelle il lui parlait de deux partis politiques. Évidemment, pour éviter l'émiettement et ces partis de tribus et consorts. Pour dire que la seule voie aujourd'hui, parce qu'on allait entrer, nous sommes à 2025 déjà, hein, bien sûr, c'est la dynamique de l'unité. Vous comprenez? Sans cette dynamique de l'unité, je suis convaincu que le RDPC va encore gagner. Ce que je veux dire à M. Adama, c'est que il faut qu'il sache, parce qu'il parle de l'ancrage national, territorial du RDPC. Il faut qu'il sache que si c'est le PCRN ou le SDF
qui arrive au pouvoir demain, la même année, le même SDF ou PCRN aura l'ancrage national. Parce que, parce que, pourquoi? Parce que, non, écoutez, parce que les mêmes militants, les mêmes maires RDPC d'hier seront les maires PCRN aujourd'hui. Vous dites que donc, c'est ce qui va se passer. Donc, vous n'avez pas de personnel politique. Ils sont sans conviction. Je vais vous dire une chose. Dans le RDPC, ils sont combien qui militent par conviction? Oh là là. S'il te plaît, comment on fait pour reconnaître quelqu'un qui milite par conviction? S'il te plaît, on parle pour les auditeurs. Comment on reconnaît quelqu'un qui milite par conviction? Ou alors, il suffit que tu le dises. Monsieur Lionel, je vous dis une certaine vérité. On reconnaît un militant par conviction. Comment? Explique aux téléspectateurs. Arrive au pouvoir aujourd'hui. Demain matin, ils auront l'ancrage national. Parce que les maires, les députés RDPC seront désormais les députés SDF. Donc vous n'avez pas de personnel politique. Et ça sera ça la réalité. Et c'est ce qui se passe avec le RDPC aujourd'hui. D'accord, merci. Vous avez des gens qui ont longtemps milité à l'opposition. Il a faim. Il n'a pas de choix, il bascule et il devient du RDPC. Sans conviction, bien sûr. Mais ça, c'est des arguments de bas étage, Lionel. On dit pas ça à la télévision. C'est une réalité. C'est n'importe quoi, ça. S'il vous plaît. Je voudrais plutôt dire pas Yves. Je voudrais plutôt dire que la politique au Cameroun est faite en sorte que vous êtes obligé de suivre le parti au pouvoir. Parce qu'ils vous affament, ils vous rendent affamés au point où vous êtes obligés de devenir des clochards. Vous voyez, ça dit qu'en réalité, comme venait de dire Lionel, s'il y a basculement, vous allez voir qu'à 20 heures, avant 24 heures, beaucoup de gens auront changé. Parce qu'ils sont là dedans, ils disent que nous sommes là pour chercher notre pain. Dans le RDPC, je peux te dire, en regardant droit à la caméra, qu'il n'y a pas 20% de vrais militants. Tout le monde, c'est les commerçants. Tous, ils sont là seulement pour leur vraiment vous écouter. Bon, je peux répondre à ça. Après, il a terminé. Vous savez, il y a un politologue français dont j'ai oublié le nom qui disait que, en réalité, et je le dis à l'attention de mes contradicteurs d'en face, un parti au pouvoir est forcément attractif. C'est ce que nous disons. Un parti au pouvoir, non, c'est pas ce que vous dites. Vous nous amenez dans des argumentations que je ne veux pas qualifier, simplement parce que vous avez une grammaire mentale qui est de toujours danser ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Et vous estimez que vous qui êtes militant et du SDF et du PCRN, non, vous n'avez pas faim, c'est normal que vous soyez militant de là où vous êtes et personne ne vous en fait le procès. Et venez faire le procès à ceux qui sont militants d'ailleurs, ceux qui sont militants du parti ou les scientifiques de la politique disent qu'il y a le plus d'attractivité. Il y a un problème. Il faut qu'on essaie de mettre de côté un certain nombre de petits arguments. Qu'on les mette de côté la scène politique, ça pourrit le débat inutilement. Je vais vous dire, vous allez vous rendre compte que beaucoup sont au RDPC, militent, font tout ce qu'ils font et ils ne reçoivent pas 100 francs. Je vous assure. Et le militantisme, on ne le monnaie pas. Même si quelqu'un a au fond de sa tête que ce que je suis en train de faire aujourd'hui, le sacrifice que je fais là, je pourrais être payé peut-être par un poste électif, peut-être par... Non, pas une nomination. La nomination n'est pas politique. Attention, la nomination obéit à un profil de carrière. Si je m'engage, bien sûr, si je m'engage, ça veut dire que je m'engage parce que j'espère. Dès le début, je vous ai dit, qu'est-ce que je vous ai dit, monsieur le maire? Je vous ai dit, mais pourquoi Lionel et moi, vous voulez nous éliminer de la mairie? Vous voyez ce que moi j'ai dans ma tête? Mais vous allez vous dire, ah, il est fonctionnaire, il est là-bas. C'est sûr qu'il cherche un poste de proviseur. Ça, c'est des choses élémentaires. On s'engage en politique pour des raisons beaucoup plus fortes. Et je voudrais vous dire que quand vous n'avez pas le minimum de moyens vitaux, le minimum de moyens de suivi, vraiment, c'est pas bien de venir faire la politique. Et vous allez vous rendre compte, voilà, et vous allez vous rendre compte que le RDPC, je ne vais pas dire que tous les militants du RDPC ont le minimum vital, mais je vous assure, dans la majorité des cas, c'est des personnes qui, au moins, peuvent encore se payer un petit morceau de quelque chose et assurer leur suivi. Donc, qu'on arrête des arguments qui disent vraiment telle la fin, telle la... Et essayons de nous élever. Le clientélisme, je ne le nie pas. C'est un investissement. Justement. C'est pas une sinécure. Justement. Le clientélisme en politique, on ne peut pas le nier. Hein. D'abord, la politique n'est que clientéliste. Vous-même, vous êtes au SDF. Je vais vous dire, c'est pas clientélisme. Vous avez fait votre calcul. Je suis sûr que si vous avez été dans un autre parti, c'est pas sûr que vous auriez été maire à Douala 5. Lionel a fait ses calculs.
D'accord? Didier a fait ses calculs, chacun les fait. Mais les raisons, vous les savez, mais c'est clientéliste. La politique est essentiellement clientéliste. Je sors en disant que le RDPC, nonobstant tout ce que les gens disent ici, reste le parti fort, reste le parti qui promeut la démocratie, qui accepte la compétition. Mais il faut qu'en face, les gens soient forts pour nous challenger. Et on ne peut pas nous challenger avec les pleurs. Mettre une comparaison. Quand vous regardez tout ça, vous dites c'est une démocratie dynamique. Vous regardez la Centrafrique et vous vous dites... je dis entre... Vous voulez me demander la comparaison entre la Centrafrique et La question, elle est ouverte. Mais bon, c'est pratiquement la même chose. Hein. D'accord. C'est pratiquement la même chose et l'opposition a beaucoup de travail à faire. Il y aura beaucoup de chemin à faire, beaucoup de travail à faire. Parce qu'il y a véritablement un problème de leadership et du travail de tous les jours. C'est-à-dire que ce n'est pas que tu arrives là tout de suite en pensant que tu vas sauter. Non, il faut aller de palier en palier. C'est ça la plus difficile. Merci à vous, cher monsieur, d'être venu ce soir pour échanger sur les thématiques. Monsieur le maire, c'était la première, hein? Ouais, je suis content d'être sur votre plateau et je crois que la prochaine fois sera la bonne. Beaucoup de courage dans l'épreuve que votre parti traverse. Lionel, merci encore. Merci, c'est moi qui vous remercie. Didier n'est plus à présenter, mouvement écologique. Oui, je voudrais dire que il faudrait qu'en sortant de ce plateau, qu'on accepte une chose, on ne gagne pas les élections uniquement dans les urnes. Comment ça? Je vous laisse. En un mot. En un mot. Nous sommes Camerounais. On ne relance pas le débat, mais je veux dire qu'en un mot. On ne gagne pas les élections, surtout présidentielles, dans un régime fortement présidentialiste comme celui-ci, uniquement dans les urnes. Je voudrais dire ceci, pour mettre de l'eau dans le vin. Et Machiavel a dit que le peuple, c'est la boue. Oui. Non, je voulais dire que ce problème, ce que Didier dit là, c'est ça qui décourage les Camerounais. Parce que la majorité des Camerounais se disent que ça ne sert à rien d'aller à ces élections. Parce que, monsieur le maire. Non, moi je sais que je m'adresse aux leaders comme vous. Ouais. Oui, le problème c'est... Le problème c'est que nous passons beaucoup plus de temps à convaincre. Parce que même le petit pourcentage, je suis d'accord, monsieur le maire. Nous faisons des plus réticents. Oui, parce qu'ils se disent que les résultats sont connus d'abord. Je suis d'accord avec vous, monsieur le maire. Sauf que le lecteur ne pense pas. Didier, mais c'est vous qui pensez. Le temps du débat est fini. Donc je m'adresse aux leaders qui sachent qu'on ne gagne pas les élections dans les urnes. Oui, je suis heureux d'avoir été convié sur ce plateau pour représenter le grand parti. J'ai l'habitude de dire que c'est le seul parti politique qu'on a au Cameroun. Et je voudrais dire à nos amis de l'opposition que très sincèrement, il faut qu'ils pensent à leur travail eux-mêmes. Quand ils disent que les Camerounais ne s'impliquent pas, monsieur le maire, figurez-vous que c'est vous, aujourd'hui du SDF, qui venez dire allons aux élections. Un autre sort et il vient vous dire les élections, ça ne sert à rien. Après, demain, le même revient dire allez vous inscrire. Vous créez de la brouille dans la tête des Camerounais. Et quand ils vous regardent, ils disent mais avec ces gens, qu'est-ce qu'on fait? Merci. La danse bafia tout le temps. Regardez, le mal est peut-être chez vous, ce n'est pas chez nous. Merci, Ignace Denis. Oui, je vous remercie pour m'avoir convié à ce plateau et je souhaite beaucoup de courage et de la continuité à l'opposition qui va changer un peu de stratégie pour gagner demain. On aura certainement le plaisir à vous avoir, qui c'est peut-être sur d'autres plateaux, et nous enrichir évidemment de votre expertise, de votre expérience sur les questions sous-régionales. Merci à vous, chers messieurs, merci à vous à la maison d'avoir regardé cette autre édition de Cartes sur table. Mardi prochain, ce sera une autre édition. Bonsoir.